Le cosmos a toujours attiré l'homme par son mystère et son imprévisibilité. Cependant, l'espace infini au-delà de notre planète s'est avéré trop dur et trop dangereux pour nous. Le froid glacial, les radiations mortelles et le vide dévastateur sont devenus de lourds obstacles sur le chemin de l'homme vers d'autres planètes et étoiles. C'est pourquoi nous avons construit des véhicules capables de fonctionner dans les conditions difficiles de l'espace et d'atteindre des corps célestes lointains. Aujourd'hui, il est temps de faire un voyage fantastique avec eux. Notre voyage commence par la planète la plus explorée du système solaire à ce jour, Mars. Ensuite, nous visiterons les majestueux anneaux de Saturne et découvrirons le destin des véhicules qui les ont explorés. Et puis nous nous rendrons sur les plus spectaculaires des nombreux satellites que nous connaissons, Titan brumeux et Io flamboyant. À la suite des indomptables voyageurs spatiaux, nous atteindrons les confins du système solaire pour rencontrer la sombre et mystérieuse Pluton. Après cela, nous ferons un long voyage à travers l'abîme cosmique en compagnie des intrépides voyageurs. Après avoir parcouru plusieurs années-lumière en un clin d'œil, nous atteindrons l'étonnant système appelé Alpha du Centaure. Et à la fin du voyage, nous visiterons les étoiles connues les plus proches. Tenez-vous prêts, c'est parti! Cosmo. L'espace d'abord. C'est Mars. On pense qu'elle ressemblait à cela il y a plusieurs milliards d'années. Une atmosphère dense de dioxyde de carbone enveloppait la planète, préservant la chaleur et l'humidité. De nombreuses rivières coulaient à sa surface, et la majeure partie de l'hémisphère nord était remplie d'eau. Cependant, tout cela était destiné à disparaître, ne laissant que les traces sur les pierres. On suppose que le champ magnétique faible et instable de Mars n'a pas réussi à la protéger du vent solaire. Au cours de centaines de millions d'années, l'atmosphère s'est progressivement appauvrie et la vapeur d'eau s'est décomposée en hydrogène et en oxygène. Le gaz plus léger est monté dans la haute atmosphère et s'est échappé dans l'espace extra-atmosphérique. L'oxygène a réagi avec les roches, recouvrant lentement la planète d'une plaque de rouille et de sable. Une fine couche de poussière orange et de pergélisol sont tout ce qui reste de l'abondance d'eau de la planète rouge. Pour mieux comprendre ce qui se passe sur Mars, il faut d'abord regarder dans ses entrailles. Grâce aux sismographes sensibles de l'appareil InSight, qui ont étudié la structure interne du corps céleste depuis 4 longues années, les scientifiques ont acquis une idée des processus qui se déroulent dans ces profondeurs. Au cœur de la planète, on peut observer un noyau large et massif de fer, de soufre et de nickel. Son rayon est de plus de la moitié de la taille de tout le corps céleste et sa température se situe entre 1800 et 2000 Kelvin. En raison de l'énorme pression, la majeure partie du noyau est à l'état solide et donc incapable de produire un champ magnétique stable. Le noyau de la planète est quant à lui entouré d'une couche de manteau en fusion d'environ 1000 km et demi d'épaisseur. Sa composition est hétérogène et dépend de sa profondeur. Les couches inférieures contiennent divers oxydes métalliques, tandis que les couches supérieures sont composées d'olivine et de silicate. À l'extérieur, le manteau est délimité par une croûte massive, dont la profondeur moyenne est estimée à environ 50 km. Cette épaisseur est 5 à 10 fois supérieure aux paramètres de la lithosphère océanique de notre planète et comparable à l'épaisseur des continents de la Terre. Il convient également de noter que dans l'hémisphère nord, la croûte martienne est principalement constituée d'andésite et dans l'hémisphère sud de basalte, ce qui peut indiquer qu'elle s'est formée à des époques différentes. Des décennies d'observation nous ont permis d'obtenir des centaines de milliers d'images de la surface de Mars. En les rassemblant, les scientifiques ont pu produire une carte incroyablement précise et détaillée du corps céleste, qui contient de nombreux objets. Certains d'entre eux sont très petits, tandis que d'autres s'étendent sur des milliers de kilomètres et sont visibles à l'aide de télescopes, même depuis la Terre. L'une de ces régions attrayantes est Valles Marineris. Ce gigantesque système de canyons et de gouffres entrelacés s'étend le long de l'équateur de la planète sur 4500 km. Sa partie occidentale entaille profondément l'immense plateau volcanique de Tharsis et notre plongée dans la Grande Faille commencera presque au centre de ce plateau géant.
C'est ici que se trouve la région unique et mystérieuse, désignée sur les cartes comme Noctis Labyrinthus. C'est une zone de terrain chaotique qui s'étend sur 1200 km d'ouest en est. De nombreuses fissures profondes et escarpées s'y croisent à plusieurs reprises, divisant la surface de la planète en blocs de forme irrégulière. Leur partie supérieure est constituée de sédiments plus mous et plus légers qui ont été fortement érodés, et la base est formée d'un socle rocheux monolithique. Au cours de milliards d'années, les pentes des gouffres se sont effondrées en de nombreux endroits, laissant dans leur sillage de nombreux glissements de terrain. On pense que c'est là que les précipitations qui tombaient sur la surface des hautes terres dans les temps anciens se sont accumulées et ont coulé vers l'est en des torrents turbulents et inarrêtables. Les traces de l'érosion hydrique profonde au fond de la plupart des fissures et la structure en couche des pentes et des glissements de terrain en sont la preuve. En outre, l'analyse spectrale montre que certains minéraux qui nécessitent de l'eau liquide pour se former, tels que l'hématite, les opales et les sulfates de fer, sont abondants dans cette région. Les observations montrent que périodiquement, Noctis Labyrinthus est recouvert d'un épais brouillard, ce qui signifie qu'il s'agit toujours d'une des régions les plus humides de la planète. On pense que l'eau contenue dans le sol s'évapore dans la fine atmosphère martienne pendant la journée et que les hautes parois des gorges empêchent l'air humide de se dissiper. Lorsque la température baisse, l'eau se condense sous forme de cristaux de glace microscopiques qui se déposent lentement sur la surface, formant une fine couche de givre. En se déplaçant vers l'est, les étranges crevasses enchevêtrées de Noctis Labyrinthus se transforment progressivement en un système de canyons géants qui s'entrecroisent parfois. Au cours de milliards d'années, de puissants courants d'eau ont creusé de profonds canaux dans les roches martiennes. Puis les vents et les tempêtes de sable ont érodé leurs pentes. Mais quel que soit le chemin que nous choisissons, il nous mènera finalement au gouffre géant, Coprates Chasma. C'est ici que l'on trouve le point le plus profond de Valles Marineris, à 11 km sous les plateaux environnants. Les calculs montrent que dans l'Antiquité, Coprates Chasma était un lac à l'eau courante étroit et long, d'un volume comparable à celui de la mer Noire de la Terre à son maximum. La région est considérée comme l'une des cibles les plus prometteuses pour les recherches futures. Le sol recouvrant le fond de l'abîme peut porter des traces de la présence de micro-organismes anciens, et ces pentes servent de chronique de l'histoire géologique de la planète et sont d'une grande valeur scientifique. En continuant le long du canyon, nous constatons qu'il perd progressivement de sa raideur et se dissout doucement dans la douce crise planitia. Cependant, ici aussi on trouve des traces de l'élément eau, sous la forme de terrasses arrondies et d'îles allongées, probablement formées par les sédiments de Valles Marineris. Des formations géologiques similaires se retrouvent sur notre planète dans les deltas des grands fleuves comme l'Amazone et le Nil. Nous avons ainsi fait connaissance avec l'une des preuves les plus grandioses et les plus visibles de l'existence de l'eau aux époques anciennes de l'histoire martienne. Cependant, la faille géante de Valles Marineris n'a été explorée que depuis l'espace. Les roues d'un rover martien ne l'ont jamais touchée. Et pour voir la planète rouge de plus près, il faut voyager loin vers l'est. Après avoir volé plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de déserts rocheux hostiles, nous atteignons enfin un grand cratère appelé Gale. Il y a environ 3,8 milliards d'années, un astéroïde massif s'est écrasé à cet endroit, laissant une profonde dépression circulaire de 154 km de diamètre. En son centre se trouve le mont Sharp, un vaste plateau irrégulier composé de couches de sédiments. Dans les temps anciens, il y avait probablement un grand lac circulaire avec une île centrale. Aujourd'hui, le cratère Gale est connu pour être la zone d'atterrissage du rover Curiosity. L'histoire de cette mission a commencé il y a près de 11 ans, lorsque l'appareil de recherche autonome Curiosity, symbole de la persévérance et de la curiosité humaine, s'est posé sur la surface de Mars le 6 août 2012. Les objectifs de la mission comprenaient l'étude du climat et de la topographie de la planète, ainsi que la recherche d'eau et de traces de vie biologique. Presque immédiatement après son atterrissage, le rover a trouvé des preuves que la planète était beaucoup plus humide dans le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les premières photos transmises à la Terre montrent clairement une vallée balayée par un torrent d'eau. La région a été surnommée Peace Vallis et est l'une des preuves les plus évidentes de l'érosion hydrique sur la planète. Curiosity s'est ensuite dirigé vers l'est et a rapidement atteint une dune de sable appelée Rock Nest. Ici, il a pris son premier échantillon de sol et a découvert qu'il contenait environ 3% d'eau. Ensuite, le rover a tourné vers le sud-ouest et a poursuivi sa route. Il a traversé les friches rocheuses de la région de Glenelg, où des vents impitoyables ont broyé des sédiments pour en faire des roches formées il y a plus de 4 milliards d'années.
Puis, gravissant parfois des pentes rocheuses, Curiosity a atteint l'extrémité ouest des dunes de Bagnold, étudiant les roches sédimentaires, relativement récentes en termes géologiques. Depuis le désert, le rover a bifurqué vers le sud et s'est lancé dans une longue et fatigante ascension sur le versant d'une petite chaîne de montagnes appelée Vera Rubin. En chemin, le sable et la silice sous ses roues ont cédé la place à l'hématite, un oxyde de fer qui ne se forme qu'au contact de l'eau liquide. Il s'avère que la chaîne de montagne est en grande partie constituée de cette substance, ce qui signifie que le climat de cette région était autrefois beaucoup plus humide. Au total, Curiosity est resté sur Mars pendant plus de 3000 jours, soit environ 5 fois la durée de sa mission indiquée. Malgré toutes les difficultés et tous les obstacles, il a parcouru près de 30 km sur le dur terrain martien et a prélevé 28 échantillons de sol extraterrestre. Les analyseurs chimiques de la sonde ont détecté non seulement de l'eau, mais aussi des molécules organiques, notamment du benzène et des hydrocarbures aromatiques, tandis que ces caméras nous ont fourni des milliers de photos et de vidéos. Laissant derrière nous l'obstiné rover martien, nous poursuivons notre voyage en nous dirigeant vers le sud-ouest. Ici se situe Hellas Planitia, l'un des plus grands cratères d'impact de Mars. On pense qu'il y a environ 4 milliards d'années, un astéroïde massif d'un rayon d'environ 50 km s'est écrasé sur la planète à grande vitesse. L'explosion monstrueuse a laissé derrière elle un cratère gigantesque d'environ 2300 km de diamètre et des millions de tonnes de roches ont été broyées et éjectées bien au-delà de ses limites. Certains de ces fragments ont pu atteindre l'espace et s'écraser à la surface de la planète à des centaines ou des milliers de kilomètres du lieu du cataclysme. Il convient de noter qu'à cette époque, Mars était probablement un corps céleste plus favorable et plus confortable qu'il ne l'est aujourd'hui. Par conséquent, la plaine géante laissée à l'endroit de l'impact s'est rapidement remplie d'eau, formant un grand lac ou une mer intérieure sans écoulement. Au cours de milliards d'années, elle s'est progressivement asséchée jusqu'à devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Un énorme cratère de plus de 7 km de profondeur. De loin, le fond du bassin peut sembler plat et sans relief, mais ce n'est qu'une illusion. En effet, il est recouvert d'une multitude de petites buttes et de fractures, dont l'apparition a été attribuée au déplacement de couches de glace souterraines. Une topographie similaire existe sur Terre, dans les landes arctiques et les zones de pergélisol. En raison de sa grande profondeur, la pression atmosphérique dans cette région est environ 2 fois plus élevée que la moyenne de la planète, ce qui entraîne des phénomènes météorologiques inhabituels. Par exemple, de temps en temps, une brume se forme au-dessus du cratère, ce qui n'est pas caractéristique de Mars. Le vent l'emporte partiellement hors du cratère, mais les volutes de brouillard se dispersent rapidement dans l'atmosphère ténue ou se déposent sur les roches gelées. Pendant l'hiver martien, Hellas Planitia est entièrement recouvert de givre et visible depuis la Terre sous la forme d'une grande tache lumineuse. Pour cette raison, la zone a longtemps été considérée à tort comme une élévation, et ce n'est qu'à la fin du siècle dernier que sa véritable nature a été déterminée. Nous continuons vers le nord jusqu'au cratère de Jezero, qui était autrefois un grand lac à l'eau courante. Il était rempli d'eau provenant de la rivière Sava au nord et de la rivière Neretva à l'ouest. Les traces de ces grandes artères d'eau de Mars sont encore préservées à sa surface. Elles se présentent sous la forme de dépôts en couches de sédiments fluviaux et d'affouillements importants dans les parois montagneuses. L'une de ces régions était une cible prioritaire pour le rover Perseverance, qui a plongé dans le cratère Jezero le 18 février 2021. Le rover devait initialement se poser près de la zone des Triforks, dans la vallée de la rivière Neretva. Cependant, en raison des conditions météorologiques, le point d'atterrissage s'est déplacé de 1,7 km vers le sud-est et le rover a été séparé de sa cible par une zone de sable infranchissable, appelée Theta. C'est à ce moment-là que l'hélicoptère Ingenuity, unique en son genre, s'est révélé efficace pour la première fois. Il a survolé la surface de la planète et a fourni un panorama grand format de l'ancien delta, ainsi qu'une photo unique du plateau Kodiak à 2,3 km du point d'atterrissage du rover. Après s'être installé et avoir exploré son environnement, le rover a entamé un long et difficile voyage autour du désert hostile qui le séparait de sa destination. Cette mission a été une véritable démonstration du progrès technologique et de la persévérance humaine. Se déplaçant vers le sud, le long de la limite de Theta, Perseverance s'est arrêté de temps en temps pour collecter des échantillons de sol. Dans le même temps, Ingenuity a effectué vol après vol, nous offrant de nombreuses photos de Mars sous un angle jusqu'alors inaccessible. Au 168e jour martien, l'appareil s'est tourné vers l'ouest.
Le plan prévoyait de passer au fond du cratère, de contourner la pointe sud de Séta et d'atteindre une crête rocheuse le long de laquelle il se dirigerait vers le nord en direction du delta. Cependant, le terrain s'est avéré difficile et le rover a été contraint de faire demi-tour. Reprenant presque ses traces jusqu'à l'aire d'atterrissage, Perseverance se mit en route vers sa destination. Après avoir doucement contourné la partie nord du désert, il a progressivement bifurqué vers l'ouest. Finalement, après un voyage long et difficile, le rover a atteint le delta et a commencé à l'explorer. Cela s'est produit en avril 2022, soit 413 jours martiens après son atterrissage. Perseverance a maintenant parcouru plus de 18 km à travers le désert martien hostile. Il a recueilli 15 échantillons de sol et fourni plus de 166 000 images, ainsi que des gigaoctets de données provenant de divers capteurs. En outre, l'appareil MOXIE, qui fait partie de la charge utile scientifique du rover, a réussi à obtenir environ 100 grammes d'oxygène à partir du dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne, ouvrant ainsi la voie à une colonisation plus poussée de la planète. Dans le même temps, les sismographes de Perseverance ont enregistré plusieurs tremblements de Mars, grâce auxquels les scientifiques ont pu mieux comprendre la structure interne du corps céleste. L'hélicoptère Ingenuity s'est avéré tout aussi utile lors de cette mission. Il a déjà effectué plus de 50 missions et parcouru au total plus de 8 km, prouvant ainsi de manière convaincante que même dans l'atmosphère raréfiée de Mars, il est possible d'utiliser des aéronefs pour l'exploration et la reconnaissance. Outre les paysages désertiques et les débris rocheux, Perseverance photographie parfois le ciel nocturne de Mars. Par exemple, ce petit point blanc est l'un de ses satellites, Deimos. Et plus récemment, Perseverance a photographié Phobos en train d'éclipser brièvement le Soleil. Cette observation unique était non seulement un spectacle magnifique, mais a également fourni aux astronomes de nombreuses données importantes. Contrairement à notre planète, Mars possède 2 satellites qui sont de très petits corps célestes de forme irrégulière. Les observations et les analyses spectrales suggèrent que Phobos et Deimos ressemblent à des astéroïdes carbonés par leur composition, mais leur origine exacte fait encore l'objet d'un débat scientifique. Selon une hypothèse, ils seraient les restes d'un petit corps céleste capturé par Mars depuis la ceinture principale d'astéroïdes il y a plusieurs milliards d'années. Les forces de marée de la planète ont probablement brisé l'objet en plusieurs fragments, dont Phobos et Deimos sont les plus grands d'entre eux. Une autre hypothèse est qu'une grande protoplanète est entrée en collision avec une jeune planète Mars à l'aube de la formation du système solaire. À la suite de ce cataclysme, certains fragments ont été éjectés dans l'espace où la gravité les a rassemblés en 2 objets relativement grands. Phobos est le plus grand des satellites de Mars. Il se déplace au-dessus de l'équateur de la planète à une altitude d'environ 6000 km, soit 64 fois moins que la distance entre la Lune et la Terre. Certains satellites terrestres sont 3 à 5 fois plus hauts que ce corps céleste. Cependant, ces dimensions sont si petites que même à une telle distance de la surface de Mars, il semble être 3 fois plus petit que notre Lune. Un autre fait surprenant est que Phobos a une densité moyenne extrêmement faible d'environ 1,9 g par centimètre cube. Cela signifie que jusqu'à 40% de son volume doit être constitué de vide. Il est possible que cet objet, comme certains astéroïdes de notre système, soit constitué de plusieurs débris maintenus ensemble par la seule gravité. Sous l'influence des forces de marée, Phobos perd progressivement de la hauteur, environ 1,8 mètres par siècle. On estime que dans 10 à 11 millions d'années, il sera brisé en de nombreux fragments par l'attraction de Mars, et qu'après 33 millions d'années supplémentaires, ceux-ci s'effondreront finalement à la surface de la planète rouge. D'ici là, Mars aura probablement perdu son 2e satellite, Deimos. Actuellement, Deimos se déplace sur une orbite circulaire d'un rayon d'environ 23 500 km. Mais cette distance augmente progressivement. Les calculs montrent que dans quelques millions d'années, le satellite quittera finalement l'influence gravitationnelle de Mars et volera librement. Deimos est un objet très sombre, car sa surface absorbe près de 93% de la lumière qui lui parvient. La petite taille du satellite fait que son disque n'est pas visible à l'œil nu depuis Mars. Deimos apparaît à l'observateur comme une source de lumière ponctuelle, bien qu'assez brillante. Son orbite lui donne l'impression de se déplacer dans le ciel martien en direction de Phobos, mais ce n'est qu'une illusion. En fait, les 2 satellites orbitent autour de Mars dans la même direction. Les anneaux de Saturne n'ont pas de limite clairement définie. La largeur de leur partie visible est d'environ 280 000 km, mais au-delà de ces limites se trouvent de minces accumulations de poussière et de gaz raréfiés.
Selon certaines estimations, le diamètre de ces structures atteint 16 millions de kilomètres, mais elles ne sont pas visibles depuis la Terre en raison de leur très faible densité. Malgré cette taille impressionnante, la masse totale de l'ensemble du système d'anneaux est très faible à l'échelle cosmique et est estimée à 3 × 10 puissance 19 kg, soit environ 2000 fois moins que la masse de la Lune. Les objets solides ne représentent qu'environ 3% du volume total de la structure, le reste étant constitué de gaz raréfié et de poussière cosmique. Le disque qui entoure Saturne est conventionnellement divisé en plusieurs grands anneaux, mais avec un télescope optique assez puissant, il est facile de voir que chacun d'entre eux est constitué d'un grand nombre de cercles minces séparés par des divisions étroites. Ces divisions sont dues à l'influence gravitationnelle de la planète elle-même et de ses nombreux satellites. Certaines d'entre elles atteignent des centaines de kilomètres de large. Bien que le disque de Saturne réfléchisse plusieurs fois plus de lumière solaire que la géante gazeuse elle-même, certains anneaux sont presque impossibles à voir. Par exemple, l'anneau le plus proche de la planète est l'anneau D, qui se compose de minuscules cristaux de glace d'eau et de méthane gelé. Sa limite supérieure se situe à une distance de 16,5 milliers de kilomètres de la surface conditionnelle de la planète. La partie intérieure de l'anneau n'a pas de limite claire et passe doucement dans l'atmosphère de Saturne. Il est suivi par l'anneau C, beaucoup plus brillant et massif, d'une largeur d'environ 17,5 milliers de kilomètres. Il se compose de corps célestes d'une taille allant jusqu'à 2 mètres, qui ne représentent ensemble que 0,033% de la masse totale du disque. La partie la plus brillante et la plus visible du disque est située plus loin et est appelée anneau B. Elle commence à environ 34 000 km de la surface de la géante gazeuse et la largeur de cette zone atteint 25 000 km. L'épaisseur de la majeure partie de l'anneau ne dépasse pas 5 à 10 mètres, mais sa partie extérieure forme un bord vertical jusqu'à 2,5 km de hauteur. Le plus externe des anneaux visibles de Saturne commence à 64 000 km de la surface de la planète. Sa largeur est d'environ 14 600 km, et à l'intérieur se trouvent non seulement des fragments de glace relativement grands de plus de 10 mètres, mais aussi des satellites tels que Pan, Daphnis et d'autres. L'existence de tels grands objets peut être une preuve de la théorie de la formation d'un anneau à partir d'une lune glacée détruite. Cependant, il pourrait également être apparu plus tard, à la suite de la collision et de l'adhérence de fragments plus petits. À l'extérieur de cette partie du disque se trouvent les anneaux presque invisibles F, G et E, formés par de la poussière cosmique et du gaz raréfié. Bien entendu, la plupart des gros satellites de Saturne interagissent activement avec les anneaux. Si vous vous éloignez de 179 000 km, dans la zone dite de l'anneau E, vous trouverez un corps céleste appelé Encelade. Avec un diamètre de seulement 500 km, ce n'est pas l'une des plus grosses lunes de la géante gazeuse, mais elle présente un grand intérêt pour d'autres raisons. En effet, Encelade est l'un des rares corps célestes de notre système à présenter une activité cryovolcanique évidente. Les analyses des émissions observées indiquent qu'un océan d'eau liquide se cache sous sa surface glacée. La modélisation mathématique montre que sa température varie de moins 45 degrés Celsius dans les couches supérieures à 0 degrés dans les couches inférieures. En raison de sa forte teneur en sel dissous et en ammoniac, l'océan ne gèle pas, même à des températures inférieures à 0, et une croûte de glace d'environ 2 km d'épaisseur le recouvre et l'isole thermiquement. La température à la surface du corps céleste est d'environ 75 Kelvin ou moins 198 degrés Celsius. Parallèlement, son atmosphère est très raréfiée et composée à 91% de vapeur d'eau. Elle comprend également de l'azote, du dioxyde de carbone et du méthane. De puissants geysers jaillissant périodiquement des fissures de la croûte glacée de la Lune alimentent en permanence son enveloppe gazeuse, mais la gravité du corps céleste ne suffit pas à la retenir. La partie supérieure de son atmosphère perd constamment des particules qui reconstituent l'anneau E. Dans le même temps, Encelade capture continuellement de la matière dans l'espace environnant, maintenant ainsi une sorte d'équilibre. On sait que l'activité des geysers de ce corps céleste dépend de son mouvement orbital. Il est probable que les forces de marée de Saturne déforment la croûte glacée de la Lune, créant de nombreuses fissures et provoquant des éruptions. Lorsqu'Encelade s'éloigne de la géante gazeuse, les fractures sont recouvertes d'une nouvelle croûte de glace. On sait également que les émissions des cryogeysers contiennent des molécules organiques complexes, ce qui signifie que les conditions de l'océan souterrain pourraient hypothétiquement être propices à l'émergence de la vie biologique. Remarquablement plus loin, à une distance d'environ 300 000 km de la géante gazeuse, se trouve son 5e satellite le plus grand et le plus massif, Thétis.
Il se distingue par le fait qu'il partage une orbite avec deux autres objets spatiaux, Telesto et Calypso. Ils sont situés au point dit de Lagrange stable, Telesto devançant de 60 degrés le satellite principal dans son mouvement orbital, et Calypso, au contraire, le retardant du même angle. Contrairement à la massive et sphérique Thétis, ces corps célestes sont petits et de forme irrégulière. Leur taille varie de 20 à 30 km de diamètre, et leur masse totale n'est que de quelques trillions de tonnes. En même temps, la modélisation montre que Calypso et Telesto n'ont pas pu se former initialement sur la même orbite qu'un corps plus massif, ce qui signifie qu'ils ont pris leur place actuelle beaucoup plus tard. Thétis lui-même est un corps céleste d'un diamètre d'environ 1060 km, constitué principalement de glace d'eau avec un petit mélange de roches. La partie la plus remarquable de son relief est le cratère d'impact géant Odyssée. Son diamètre est d'environ 450 km, soit la moitié du diamètre de Thétis lui-même, et sa profondeur atteint 3 km. Également à la surface du satellite, il est facile de remarquer une fissure incroyablement grande, appelée Ithaca Casma. Sa longueur est d'environ 2000 km, soit environ un tiers de la circonférence du corps céleste, et sa largeur atteint 100 km. La profondeur de la faille varie de 3000 à 5000 mètres et son fond est parsemé de nombreux cratères et de petites irrégularités. Selon une théorie, Ithaca Casma aurait été créé à la suite de la congélation de l'océan interne de Thétis. Transformée en glace, l'eau a augmenté de volume et a rompu la croûte extérieure du satellite. Une autre hypothèse relie l'apparition de la faille à Odyssée. On suppose que les ondes de choc de la collision ont circulé à travers Thétis et créé une puissante résonance autour de sa circonférence. En conséquence, la croûte de l'objet spatial a été détruite, générant une fissure d'une taille incroyable. Titan est situé à environ 10 unités astronomiques du Soleil et se trouve en dehors de la zone habitable de notre étoile. C'est le plus grand satellite de Saturne et son orbite se situe bien au-delà de ses anneaux grandioses, à une distance d'environ 1 200 000 km du centre de la planète. La trajectoire du mouvement de ce corps céleste est quasi circulaire et une révolution complète autour de la géante gazeuse prend un peu moins de 16 jours terrestres. Le diamètre de Titan est de 5152 km, soit 5,6% de plus que celui de Mercure. Dans le même temps, la masse de ce corps céleste est relativement petite, seulement 1,35 fois 10 puissance 23 kg, ce qui correspond à environ 40% de la masse de Mercure. Les calculs montrent que la densité moyenne du satellite est environ 3 fois inférieure à celle de la Terre, ce qui signifie qu'il a une composition chimique complètement différente. Selon les concepts modernes, au centre de Titan se trouve un noyau massif d'un diamètre d'environ 3400 km, constitué de divers composés de silicium. Il est entouré d'une épaisse couche de glace densément comprimée, qui sert de fond à un océan liquide froid à des centaines de kilomètres de profondeur. À son tour, l'océan contient une grande quantité d'ammoniac dissous, de méthane et de divers sels caustiques. C'est pourquoi son point de congélation est sensiblement inférieur à celui de l'eau ordinaire. Pour cette raison, l'océan souterrain de Titan reste liquide même à des températures inférieures à zéro. Elle est délimitée par une puissante croûte d'une centaine de kilomètres d'épaisseur, constituée d'un mélange de glace d'eau et d'hydrate de méthane. L'impact des forces de marée de la proche Saturne la déforme constamment, provoquant des déchirures et des fissures à grande échelle. Cela conduit à la formation de grands cryovolcans, éjectant de grandes quantités de méthane, d'ammoniac et d'eau à la surface du corps céleste. Le méthane joue dans l'atmosphère de Titan un rôle similaire à celui de la vapeur d'eau sur Terre. Le fait est que la température moyenne de la surface du satellite n'est que de 94 Kelvin, soit moins 179 degrés Celsius, ce qui est légèrement inférieur à son point d'ébullition. Les fluctuations naturelles de ce paramètre conduisent au fait que les vapeurs d'hydrocarbures se condensent et tombent sous forme de pluie, formant des mers, des lacs et des rivières de méthane. La majeure partie de l'atmosphère de Titan est constituée d'azote, soit environ 98,4% de son volume, tandis que le méthane représente environ 1,6%. En raison de la température extrêmement basse, l'enveloppe de gaz du satellite reste condensée près de sa surface et sa pression est 1,5 fois supérieure à celle de la Terre. La majeure partie de la surface du corps céleste est constamment cachée à nos yeux par des nuages multicouches et une brume de tholin jaune-orangé. Ce phénomène météorologique unique est un brouillard composé de minuscules gouttes de méthane liquide et de substances organiques qui y sont dissoutes, qui sont précisément la cause de sa couleur caractéristique.
La brume observée se répand au-dessus de la surface de Titan, absorbant et diffusant la lumière visible, mais laissant passer les rayons infrarouges. Cette caractéristique entraîne un anti-effet de serre inhabituel, grâce auquel la surface du satellite est en outre refroidie d'environ 10 degrés. Cet effet rend difficile l'étude de Titan. Cependant, grâce aux caméras infrarouges de l'orbiteur Cassini, au début de ce siècle, on a quand même réussi à faire sa carte partielle. Bien sûr, sa précision n'est pas aussi élevée que nous le souhaiterions, mais même cela aura suffi pour remarquer les caractéristiques les plus frappantes de la surface de ce corps céleste. L'apparence du plus grand satellite de Saturne est pleine de taches contrastées. Certaines d'entre elles reflètent la majeure partie de la lumière qui tombe sur elles, tandis que d'autres ont une couleur relativement sombre. L'une de ces zones, située un peu au sud de l'équateur, s'appelle Aztlan. Voici l'une des plus hautes montagnes de Titan, le Doom Mons ou le mont Destin, qui s'élève au-dessus des plaines environnantes d'environ 1,5 km. Le diamètre de la montagne entière atteint 60 km. Ses sommets sont des cratères et les pentes ont des traces relativement fraîches du mouvement de ruisseaux turbulents. Ces observations peuvent indiquer que le Doom Mons est un cryovolcan actif. Au nord-est de celui-ci s'étend la dépression la plus profonde de Titan, appelée Sotra Patera. C'est un gouffre géant d'environ 30 km de long, dont le fond se situe à environ 2 km en contrebas des plaines adjacentes. On suppose que Patera est l'évent d'un énorme cryovolcan et fait partie d'une structure tectonique unique avec le Doom Mons qui s'élève à proximité. De plus, au nord de la montagne, s'étend le Grand Mohyni Fluctus, qui est une vaste zone couverte d'émissions du Doom Mons. La longueur de ce territoire est d'environ 180 km et la largeur varie de 15 km dans la partie sud à 60 km dans la partie nord, où les courants de matière solidifiée sont remplacés par de vastes champs de dunes de sable, constitués d'un mélange de méthane gelé et de glace d'eau. Notre vol se poursuit au-dessus de la zone sombre de Fensal. Dans sa partie nord-ouest se trouve le plus grand cratère d'impact d'un corps céleste, Minerva. Son diamètre atteint 440 km, soit environ 3 fois plus grand que celui de tout autre cratère sur Titan. Dans le même temps, la profondeur de la dépression est d'environ 200 mètres et la hauteur de l'anneau montagneux qui l'entoure ne dépasse pas 500 mètres. Le fait est que Minerva, selon les recherches, est non seulement le plus grand, mais aussi le plus ancien cratère préservé de Titan. Son âge, selon diverses estimations, varie de 300 millions à 1,2 milliard d'années. L'érosion et les processus tectoniques ont gravement endommagé le cratère, et c'est seulement en raison de sa taille grandiose qu'il reste encore visible. Minerva a une structure interne distincte. En son centre se trouve une petite plaine plate entourée d'un anneau de collines. Cette région d'un diamètre total d'environ 200 km a une couleur claire et est bien visible depuis l'espace. Elle est entourée d'un fossé, une bande de plaine sombre d'environ 50 km de large. Et seulement après cela, commence un anneau de montagnes basses qui forme la bordure extérieure du cratère. Continuons vers le sud. Voici l'une des formes de relief les plus impressionnantes et les plus mystérieuses de Titan, Hautei-Arcus. C'est une formation unique dans tout le système solaire et c'est une région brillante en forme d'arc d'une longueur d'environ 600 km. Les données radar de Cassini montrent que Hautei-Arcus est une frontière naturelle entre des montagnes rocheuses au sud-est et une large vallée au nord-ouest. Il convient également de noter que certaines parties de cette zone changent de couleur de temps en temps. On suppose que ce phénomène est associé à des éruptions de cryovolcans, dont les émissions recouvrent la surface du satellite d'une fine couche, puis s'écoulent dans la vallée la plus proche ou s'évaporent dans l'atmosphère. De l'espace, des canaux clairs sont bien visibles, semblables à des lits de rivières qui descendent des montagnes de Hautei Regio au nord-ouest. Dans cette direction se trouve une zone appelée Xanadu, qui est une vaste plaine au relief très accidenté. Sa frontière nord-ouest est Mitrim Montes, qui sont 3 crêtes parallèles d'environ 150 km de long et 1900 mètres de hauteur de moyenne. Le plus haut sommet de Titan est situé parmi les sommets de la chaîne de montagnes du Sud, et sa hauteur atteint 3337 mètres. Si vous vous tenez sur son sommet et regardez vers l'ouest, vous verrez une vaste plaine sombre s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres devant vous. Elle s'appelle Shangri-La, et on pense que tout cet espace était auparavant inondé de méthane liquide. On suppose qu'il pourrait être conservé sous la couche supérieure du sol, comme les eaux souterraines de la Terre. La majeure partie de la région est en dessous de l'altitude moyenne et a un relief relativement plat, mais à certains endroits,
des élévations plus brillantes peuvent être observées. Dans le passé, elles auraient pu être des îles au milieu d'une mer d'hydrocarbures. À l'ouest de Shangri-La se trouve une élévation brillante Adiri, bien visible depuis les régions sombres environnantes. La longueur de cette zone atteint 2500 km et sa surface est criblée de nombreux canaux de drainage et grottes, bien visibles sur les photographies. On pense qu'ils ont été creusés par d'abondants flux d'hydrocarbures liquides. À l'ouest d'Adiri se trouve la vaste plaine sombre de Bellet. Et à l'est, près de la frontière avec Shangri-La, se trouve le lieu d'atterrissage de Huygens, le seul engin à ce jour qui a pu toucher la surface d'un objet dans le système solaire externe. La sonde de descente faisait partie d'un programme scientifique appelé Cassini-Huygens. En 1997, elle a quitté la Terre avec la station de recherche automatique Cassini, après quoi elle a passé 7 ans dans l'espace interplanétaire. Ce n'est qu'en 2004 que l'appareil est entré dans l'orbite de Saturne et début 2005, Huygens a atteint Titan et a plongé dans son atmosphère pour de nouvelles découvertes. Quant à Cassini, elle est restée en orbite autour de la géante gazeuse pour achever sa partie du programme de recherche, ainsi que pour nous servir de répéteur pour l'atterrisseur. La sonde a passé un peu moins de 2h30 dans l'atmosphère, décélérant progressivement à l'aide d'un système de parachute complexe. Finalement, au moment du contact avec la surface, sa vitesse était de 4,4 mètres secondes. L'appareil a résisté avec succès à une surcharge instantanée d'un facteur 15 et a rapidement commencé à collecter des informations. Huygens a été équipé de tout un ensemble d'instruments scientifiques, dont la plupart étaient destinés à une étude approfondie de l'enveloppe de gaz du satellite. Avec leur aide, l'appareil a mesuré la force et la direction des flux d'air, ainsi que la conductivité électrique, la température et la composition de l'atmosphère. De plus, la sonde a pris des photos et des enregistrements audio, et après l'atterrissage, elle a examiné la composition et les propriétés du sol. La première chose que les caméras de l'appareil ont vue après contact avec la surface a été une plaine plate parsemée de pierres arrondies de différentes tailles, dont la forme indiquait clairement l'impact de puissants flux de fluide. De plus, la surface a été analysée, pour laquelle une perceuse spéciale a pénétré profondément dans le sol de 15 cm, et de nombreux capteurs ont mesuré sa densité, sa structure et sa composition. Il s'est avéré qu'une fine couche de petits cailloux arrondis reposait sur un substrat relativement mou mais dense, de consistance similaire au sable humide ou à la neige dense. Dans le même temps, pendant le processus de forage, du méthane gazeux s'en est dégagé. Il est supposé que le sol au point d'atterrissage de Huygens était une sorte de sable marin saturé d'hydrocarbures liquides. Au total, la sonde a transmis à la Terre environ 500 mégas d'informations, dont 350 photographies. Une analyse plus approfondie a révélé plusieurs caractéristiques uniques du corps céleste associé à son atmosphère. Par exemple, il s'est avéré qu'à une altitude d'environ 80 km, il y a une couche de calme presque complet, qui en quelque sorte sépare l'enveloppe gazeuse de Titan en deux parties. Ni les courants d'air des couches supérieures de l'atmosphère, ni les vents de surface n'arrivent ici. La cause de ce phénomène est encore inconnue. Une autre caractéristique s'est avérée être que Titan a 2 ionosphères. La première d'entre elles est située à une altitude d'environ 1200 km et est une couche de conductivité électrique accrue par une forte concentration de particules ionisées. On sait qu'elle est formée par le vent stellaire et les flux de rayonnement cosmique. La deuxième ionosphère se situe beaucoup plus bas, à une altitude d'environ 60 km, et la raison de sa formation fait encore l'objet de discussions. En nous déplaçant vers le nord-ouest depuis la région d'Adiri, nous atteignons le plus grand réservoir d'hydrocarbures de Titan, Kraken Mare. Sa superficie totale atteint 400 000 km², soit un peu moins que la superficie de la mer Noire. En raison de la haute viscosité du mélange liquide d'hydrocarbures, il n'a pas encore été possible de mesurer la profondeur exacte du réservoir. On sait seulement que dans sa majeure partie, elle dépasse 200 mètres. Un peu au nord, presque au pôle même de Titan, se trouve un autre grand bassin naturel, Ligaïa Mare. Son diamètre atteint 500 km et sa superficie est d'environ 100 000 km², soit environ 3 fois la taille du lac Baïkal. Les mers sont reliées entre elles par un étroit et long détroit appelé Trevis Fretum, dont la longueur atteint 173 km. Dans la région subpolaire se trouvent également de nombreux petits lacs et lagons remplis de méthane liquide. En 2014, lors de l'analyse d'images antérieures de Cassini, un grand objet brillant a été découvert à la surface de Ligaïa Mare.
Une comparaison de photographies prises à différents moments a montré qu'en quelques mois, son diamètre est passé de 260 km, puis l'objet mystérieux a presque instantanément disparu, sans laisser de traces. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce qui s'est passé. Selon l'une d'elles, les baisses de température conduisent à un mélange constant des couches du mélange d'hydrocarbures liquides dans l'Igaya Mare. De ce fait, des bulles d'azote sont libérées dans les profondeurs du réservoir, qui remontent à la surface et forment de grandes accumulations de mousse brillante persistante. En raison de la viscosité élevée des hydrocarbures, ces bulles peuvent mesurer jusqu'à 4,5 cm de diamètre et rester stables pendant plusieurs mois. Vues de l'espace, ces structures ressemblent à de grandes îles, car elles réfléchissent bien le rayonnement infrarouge. De telles bulles pourraient constituer un obstacle important au fonctionnement du submersible, qui devait être lancé sur Titan en 2010. Cependant, pour plusieurs raisons, la mission a été reportée sine die. Le programme Dragonfly, que la NASA développe actuellement, a reçu une priorité plus élevée. L'engin est actuellement au stade de la conception et vient de passer des tests clés sur les pales. Le lancement au-delà de la Terre est prévu pour 2027. Selon l'idée des créateurs, Dragonfly sera un octocoptère, un engin volant à 4 hélices jumelles. Cette conception lui permettra de rester en l'air même avec la perte de quelques pales, contrairement à son prédécesseur, l'hélicoptère martien Ingenuity. Il est prévu d'utiliser un thermogénérateur à radioisotope comme source d'énergie, dont la puissance permettra à l'appareil de s'élever jusqu'à une hauteur de 4 km et se déplacer à une vitesse d'environ 36 km/h. Les capacités scientifiques de la sonde sont également impressionnantes. Elle sera équipée d'une caméra polyvalente capable de prendre à la fois des photos panoramiques du terrain environnant et des photos macro du sol. Parallèlement, le spectromètre de masse permettra de déterminer la composition chimique d'échantillons atmosphériques et la structure interne des roches. Peut-être que les données de Dragonfly nous aideront à clarifier la question primordiale. Avons-nous une chance d'y rencontrer au moins une forme de vie primitive ? La possibilité d'une vie sur Titan reste l'objet d'un débat houleux. D'une part, des températures de surface extrêmement basses, la présence d'acide cyanhydrique extrêmement toxique dans l'atmosphère et l'absence d'eau liquide excluent très probablement l'existence d'une vie biologique sous la forme à laquelle nous sommes habitués. D'autre part, l'atmosphère de Titan présente une incroyable variété de composés organiques, en particulier les bases azotées et les acides aminés. Éléments constitutifs des protéines ARN et ADN peuvent être naturellement synthétisés à sa surface. On sait également que le méthane liquide peut servir de solvant et potentiellement jouer le rôle de l'eau dans les réactions biochimiques. De plus, les expériences montrent que sous certaines conditions, un mélange d'hydrocarbures liquides avec de la phosphine forme un environnement similaire à la soupe primordiale de la Terre primitive. Cela signifie donc qu'il y aurait une chance de rencontrer des formes de vie complètement exotiques à la surface du satellite. Il y a plus de 4 siècles, en 1610, Galilée a fait l'une des plus grandes découvertes astronomiques de son temps. À l'aide de son petit télescope selon les normes modernes, il a vu 4 objets situés à proximité de Jupiter. L'un d'eux, baptisé Ganymède, est aujourd'hui considéré comme le plus grand satellite du système solaire. Les 2 autres, Europe et Callisto, selon les résultats de la recherche moderne, se sont révélés être des candidats prometteurs pour la recherche de vie extraterrestre. Le 4e satellite, situé au plus près de la géante gazeuse, s'appelle Io. Pendant longtemps, des limitations techniques ne permettaient pas de discerner les détails de la surface de ce corps céleste, et sa composition et sa structure interne sont restées du domaine de la conjecture. Cependant, grâce aux progrès scientifiques, les astronomes ont obtenu de plus en plus d'informations au fil du temps. On sait aujourd'hui que Io est l'un des plus gros satellites du système solaire, après Ganymède, Titan et Callisto. Son rayon est de 1821 km et sa masse atteint environ 8,9 fois 10 puissance 22 kg. Si l'on compare ce corps céleste avec la Lune, il s'avère que les tailles de ces objets sont presque identiques l'une à l'autre. Cependant, si on compare leur masse, on constate que Io est plus massif que le principal satellite de notre planète, de 21%. Cela suggère que la densité moyenne de cet objet spatial est plus élevée que celle de n'importe quel autre satellite du système solaire. Selon les calculs, elle est d'environ 3,5 grammes par centimètre cube, ce qui est nettement plus élevé que la plupart des roches non métalliques. Pour comprendre les raisons de la densité anormale de Io, il nous faut regarder profondément dans ses entrailles.
Selon les idées modernes sur la structure des corps célestes, Io possède en son centre un noyau relativement compact de fer et de soufre. Il contient environ 20% de la masse du satellite et son rayon, selon diverses estimations, est estimé entre 350 et 900 km. Les calculs montrent qu'avec ces paramètres, le dégagement de chaleur interne ne sera pas suffisant pour faire fondre la plus grande partie du noyau. Ceci est également confirmé par l'absence presque totale de champ magnétique propre à ce corps céleste. La modélisation mathématique montre que le noyau du satellite est entouré d'un manteau solide, composé au moins à 75% de forstérite, un minéral contenant du magnésium. Selon les calculs, sa partie externe est en fusion et forme un océan de magma d'une 50aine de kilomètres de profondeur. Sa température est d'environ 1600 Kelvin, ce qui est supérieur à 1300 degrés Celsius. Les couches plus profondes sont soumises à une pression élevée. C'est pourquoi elle reste à l'état solide, même à des températures élevées. À son tour, le manteau est recouvert par la lithosphère, dont l'épaisseur varie de 12 à 40 km. Malgré son épaisseur considérable, il n'est pas monolithique. À certains endroits, la surface du corps céleste est fissurée, formant de grandes fractures remplies de lave. Dans le même temps, l'analyse spectrale montre que, contrairement à la plupart des satellites, il n'y a pratiquement pas d'eau, de glace ou de gaz gelé sur Io. La surface extérieure du corps céleste est principalement constituée de basalte et de soufre, mais elle présente également des inclusions d'autres minéraux denses. Et c'est ce fait qui explique sa densité anormalement élevée. Au début du XXIe siècle, la surface de Io avait été explorée par au moins 5 stations orbitales automatiques, mais ce sont les programmes Pioneer et Voyager qui ont fourni la plus grande quantité d'informations importantes dans les années 1970. Sur les images transmises par les sondes à la Terre, les scientifiques ont découvert de gigantesques émissions de gaz, dont certaines atteignaient 500 km de haut. Cette observation a ouvert une nouvelle page pour les scientifiques dans l'étude du système solaire, car auparavant les volcans actifs n'étaient connus que sur Terre. Pour la première fois, les astronomes ont vu en dehors de leur planète natale des coulées de lave récemment solidifiées ou des volcans éteints il y a des milliards d'années, ainsi que des éruptions actives dans certains paramètres encore plus impressionnantes que sur Terre. Au total, environ 400 volcans actifs ont été découverts à la surface du satellite, soit environ 2,5 fois moins que sur notre planète. Cependant, sa superficie est nettement inférieure à celle de la Terre, ce qui permet de considérer Io comme l'objet volcanique le plus actif du système solaire. Il n'est pas surprenant qu'un corps céleste aussi inhabituel ait attiré l'attention des astronomes. Au cours des missions de recherche, un grand nombre de photographies de différentes résolutions ont été accumulées, ce qui a permis en 2012 de dresser une carte géologique complète de Io. Sa qualité permet de discerner les plus grands reliefs du corps céleste, tels que les plaines, les chaînes de montagnes, les coulées de lave et bien sûr les nombreux volcans. Et l'une des caractéristiques les plus remarquables est certainement l'énorme anneau brun-orange situé dans la partie sud-est du satellite. Cette vaste zone s'étend sur plus d'1 millier de kilomètres et sa superficie est comparable à celle d'un grand pays africain. On suppose qu'elle a été formée par le dépôt d'émissions sulfureuses provenant de l'ancien volcan Pelée, situé au centre de l'anneau. L'analyse des photographies prises dans l'infrarouge et dans le visible montre qu'au centre de l'anneau se trouve la patera de ce volcan, qui est un gouffre à plusieurs niveaux de 30 km sur 20 km, rempli de lave. Dans le même temps, la température de la surface de la roche en fusion est inégalement répartie et varie constamment, atteignant 1300 degrés Celsius aux points les plus chauds. On suppose que la patera est reliée par un canal souterrain au manteau incandescent du satellite. La lave à l'intérieur du gouffre se mélange constamment, car les substances volatiles qui y sont dissoutes tentent de s'élever vers le haut, entraînant avec eux la coulée de roches en fusion. De ce fait, la fine croûte de matière solidifiée qui recouvre la surface du lac se fissure et se brise de temps à autre, donnant lieu à des explosions et à des éjections de lave. Certaines d'entre elles peuvent dépasser 300 km de hauteur, projetant des particules de soufre et de roches solidifiées directement dans l'espace. Perdant progressivement de la vitesse sous l'effet de la gravité, les précipitations volcaniques se dispersent à la surface du satellite, puis redescendent doucement vers le bas.
C'est ainsi que se forme un anneau géant, bien visible depuis l'espace. De nombreux volcans de Io présentent des formations similaires, mais l'anneau de Pelée est le plus grand d'entre eux. C'est le volcanisme actif qui est la principale raison de la formation de l'atmosphère particulière et unique d'Io. Selon les données disponibles, l'enveloppe gazeuse du satellite est très raréfiée et se compose principalement de dioxyde de soufre. Dans le même temps, sa densité varie considérablement en fonction de la région. Par exemple, dans les panaches volcaniques, la pression de gaz est 25 millions de fois inférieure à celle sur Terre. Parallèlement, loin des éruptions, la pression atmosphérique du côté jour du corps céleste est en moyenne 1 milliard de fois inférieure à la valeur à laquelle nous sommes habitués. Quant à l'hémisphère nocturne du satellite, il se trouve presque dans un vide complet. La densité atmosphérique y est des trillions de fois inférieure à celle de la Terre. De plus, malgré la raréfaction extrême de l'atmosphère et l'absence de son propre champ magnétique, des aurores polaires ont été observées sur Io. Des particules cosmiques chargées, accélérant dans la magnétosphère de Jupiter, bombardent le satellite proche, provoquant une lueur multicolore dans son atmosphère. En même temps, les aurores polaires d'Io, contrairement à celles de la Terre, se produisent le plus souvent à l'équateur, car c'est là que les particules volant sur une trajectoire tangentielle doivent surmonter la couche la plus épaisse de l'atmosphère. Pendant ce temps, notre voyage à travers les étendues d'Io se poursuit en direction du nord-ouest. Après avoir franchi les limites de l'anneau sédimentaire de Pelée, nous apercevons bientôt la vaste chaîne de montagnes Bozol Montes. Son diamètre total est d'environ 540 km, et parmi les autres sommets se distingue le pic géant appelé Bozol Sud. Mesurant 145 km sur 159 km à la base, cette montagne s'élève à plus de 18 km au-dessus du niveau moyen des satellites, soit 2 fois plus haut que le mont Everest terrestre. La superficie totale de toute élévation est de près de 18 000 km², ce qui est comparable à la taille d'un petit pays européen, comme le Monténégro ou la Slovénie. L'apparence et la structure de ce relief suggèrent qu'il est le résultat d'un cataclysme tectonique grandiose. Il est probable que dans un passé lointain, un fragment de la lithosphère en formation du satellite a basculé et s'est partiellement enfoncé dans le manteau, tandis qu'un de ses bords est resté à jamais surélevé au-dessus de la surface. En conséquence, le versant sud-est de la montagne est une falaise abrupte d'environ 15 km de haut, ce qui en fait une des corniches les plus élevées de tout le système solaire. De telles formations sont impossibles sur Terre en raison d'une gravité plus élevée, et sur d'autres planètes et satellites en raison d'une faible activité tectonique. C'est pourquoi Bozol Sud peut être considéré comme un sommet unique dans le système solaire. Si nous continuons en direction du nord-ouest, nous atteindrons bientôt un gouffre gigantesque qui porte le nom de Loki Patera. Cette formation est la plus grande dépression volcanique d'Io, dont le diamètre atteint environ 250 km. Ainsi, la superficie totale de cette faille grandiose dépasse les 50 000 km², soit environ 1,5 fois celle du lac Baïkal, l'un des lacs les plus majestueux de notre planète. Cependant, contrairement aux réservoirs terrestres, cette faille n'est pas remplie d'eau, mais de lave sulfuro-silicate et chaude. Au fond des profondeurs, à plusieurs dizaines de kilomètres de la surface, ce lac de lave est en connexion directe avec le manteau, qui lui sert de source inépuisable de matière en fusion. Dans un état calme, la température de la surface de la Patera varie de 270 à 313 Kelvin, ce qui correspond à une plage de -3 à +57 degrés Celsius. Cette faible valeur est la conséquence du fait que les couches supérieures de lave se refroidissent au contact de l'atmosphère raréfiée d'Io. En conséquence, elle se solidifie progressivement, formant une croûte dure qui croît lentement et dont la masse atteint une valeur critique en 400 à 600 jours. Ensuite, elle se fissure sous son propre poids et s'enfonce, provoquant des vagues d'inondations qui balaient la surface du lac à un rythme d'environ 1 km par jour. Peu à peu, le lac de lave se calme et commence à se recouvrir d'une couche solide qui se solidifie lentement jusqu'au prochain cycle d'inondation. En raison de l'absence presque totale d'eau et de dioxyde de carbone à la surface d'Io, qui sont nécessaires au maintien de la vie telle que nous la connaissons, ce corps céleste est considéré comme défavorable à la biogénèse.
Cependant, les conditions à la surface de l'Oki-Patera et d'autres lacs de lave pourraient hypothétiquement être propices à l'apparition d'une vie inhabituelle, résistante aux températures élevées et obtenant de l'énergie à partir de réactions chimiques impliquant le soufre ou le fer. De telles créatures vivent également sur Terre, principalement dans les évents des volcans sous-marins ou dans des grottes océaniques isolées. Néanmoins, en raison de l'activité tectonique d'Io et des changements extrêmes de température à sa surface, la probabilité d'un tel phénomène est plutôt faible. Par ailleurs, on peut observer que bien que les hautes terres et les volcans soient les formes de relief les plus remarquables d'Io, ils occupent une surface relativement petite. Les zones tectoniques actives de la surface sont séparées par de vastes régions relativement plates, recouvertes d'une épaisse couche de sédiments soufrés. Vues de l'espace, ces régions se distinguent par des couleurs plus claires et les plus grandes d'entre elles s'étendent sur des milliers de kilomètres. Par exemple, si nous nous dirigeons vers l'ouest depuis l'Oki-Patera, en passant par de nombreux petits volcans et coulées de lave, nous atteindrons bientôt une région appelée Médie. C'est un espace lumineux et relativement lisse, de forme irrégulière, entouré de montagnes et de grandes pateras. Son diamètre, selon diverses estimations, est d'environ 2600 km et sa superficie correspond à environ 12,6% de la surface totale du satellite. La majeure partie de la région est homogène et lisse, cependant à certains endroits, la plaine est coupée par des coulées de lave associées aux volcans adjacents. On suppose que la lithosphère située sous la région de Médie est plus épaisse et ressemble au continent de la Terre, ce qui permet à une si grande surface de conserver son intégrité pendant très longtemps. Selon une autre hypothèse, les couches supérieures du manteau du satellite auraient fondu de manière fragmentaire et il n'y aurait pas de magma liquide sous les plaines tectoniquement inactives. Les observations montrent que, contrairement aux régions volcaniques, les plaines d'Io sont caractérisées par un climat froid. Ainsi, la température de la région de Médie diffère légèrement de la valeur moyenne de tout le satellite et n'est que de 110 Kelvin ou moins 163 degrés Celsius, soit des centaines de degrés plus froid que dans la plupart des pateras volcaniques. À cette température, le dioxyde de soufre provenant des émissions atmosphériques se dépose sous forme de givre sous la surface du satellite, formant un relief uniforme et lisse, coloré de centaines de nuances de jaune, de rouge et de noir. Quoi qu'il en soit, les recherches futures nous apporteront certainement de nombreuses autres données sur cette région. Après avoir traversé les 12 courbes des collines sulfureuses de la région de Médie en direction du nord-ouest, nous trouvons un autre grand gouffre connu sous le nom d'Amirani. Comme la plupart des volcans du satellite, il s'agit d'une brèche remplie de lave dans la croûte du corps céleste. Son diamètre au point le plus large n'atteint que 37 km, mais vu de l'espace, ce volcan est presque aussi proéminent que les plus grands objets de la surface d'Io. Le fait est qu'Amirani est entouré de plusieurs coulées géantes de lave solidifiée, qui se détachent clairement par leur couleur sombre sur le fond des plaines lumineuses adjacentes. La plus grande de ces coulées s'étend vers le nord sur plus de 300 km et mesure jusqu'à 60 km de large. Ainsi, ce relief est la plus grande coulée de lave active du système solaire. Le deuxième plus grand courant s'étend vers l'ouest sur une distance d'environ 250 km. Auparavant, il était considéré comme une formation distincte, mais après avoir obtenu des images détaillées de la surface, il est devenu clair que cet objet fait également partie d'Amirani. En outre, à l'est de la patera principale, il y a une couronne de petits courants sombres dont la couleur suggère qu'ils sont constitués de silicates fondus, puis solidifiés. Amirani a une structure interne complexe. On suppose qu'en plus de la zone active principale, d'autres tubes magmatiques se trouvent sous la surface du satellite dans cette région. Leurs ruptures périodiques sont à l'origine d'éruptions en dehors de la faille principale. Les observations dans le spectre infrarouge montrent que la patera principale est chauffée à environ 1900 Kelvin ou 1630 degrés Celsius et que la température des points chauds individuels qui l'entourent atteint 1200 Kelvin ou 930 degrés Celsius. Ce chiffre élevé est probablement dû au fait que directement sous le volcan se trouve un flux de magma ascendant, transportant de la matière en fusion depuis les couches inférieures du manteau. En outre, les données disponibles indiquent que l'Amirani est probablement un très jeune volcan bouclier. Au fil du temps, la lave qui éclatera formera un vaste bouclier plat de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, et il est probable que ce volcan deviendra semblable à Olympus Mons martien.
Il est difficile de contester le fait que, pour sa taille relativement petite, Io présente une activité tectonique extrêmement anormale. En effet, en raison de sa faible masse, elle ne dispose pas de réserves suffisantes de substances radioactives, dont la désintégration est une source de la chaleur interne de la plupart des planètes. On pense que l'activité anormale de ce corps céleste s'explique par l'interaction des marées avec Jupiter. Combinée à la résonance orbitale qui maintient Io sur une orbite stable, l'attraction de la géante gazeuse chauffe fortement l'intérieur du satellite et déforme sa croûte, provoquant de fréquentes et puissantes éruptions. Combinées à une faible gravité, elles deviennent vraiment spectaculaires. Les émissions géantes atteignent l'espace extra-atmosphérique, entretenant un nuage de particules dispersées autour du corps céleste. Certaines d'entre elles retombent sur Io, d'autres sont accélérées par le champ magnétique de Jupiter et bombardent son atmosphère, tandis que d'autres se déposent sur d'autres satellites de la géante gazeuse ou complètent ses anneaux. Ce sont ces émissions grandioses qui se produisent en permanence dans une région appelée Tvashtar Paterae, située dans la partie septentrionale de Io. Cette région est une zone d'activité volcanique prononcée d'un diamètre d'environ 300 km. Selon les données disponibles, la région contient plusieurs Paterae volcaniques, vraisemblablement associées à une source de lave souterraine unique. Au cours des 3 dernières décennies, plusieurs éruptions puissantes et prolongées y ont été enregistrées. Par exemple, en 1999-2000, la hauteur de l'éruption a atteint 385 km et les sédiments volcaniques ont couvert une surface de plus de 700 km de rayon. En outre, lors de cette éruption, une quantité gigantesque de lave de silicate de soufre a jailli des Patera et a inondé une vaste zone adjacente. Quelques années plus tard, en 2006, une autre grande éruption a commencé dans la même zone, qui a duré 530 jours, devenant ainsi le plus long cataclysme dans l'histoire des observations d'Io. Cette fois, la colonne d'émission s'est élevée à 330 km, envoyant des milliers de tonnes de matière dans l'espace. Il est évident que Tvashtar est une région très active d'un point de vue tectonique, et l'étude de ces émissions fournira de nombreuses données sur la composition interne et la structure de ce satellite. Il n'est pas exagéré de dire que Io est un corps céleste unique et très intéressant, dont l'étude est toujours en cours. En particulier, le 3 février 2024, la station orbitale Juno a volé à une altitude de 1500 km au-dessus de la surface du satellite et a transmis à la Terre de nombreuses photos de haute qualité. Elle montre des fractures géantes dans la croûte du corps céleste, ainsi que des panaches volcaniques et des coulées de lave. On suppose que de tels survols permettront à l'avenir d'effectuer une analyse spectrale de l'atmosphère d'Io afin d'en préciser la composition et les paramètres. Cependant, malgré l'intérêt des astronomes pour ce corps céleste, aucune mission spécialisée n'est actuellement prévue pour l'explorer. Les projets JUICE et Europa Clipper se concentrent sur l'étude de Ganymède, Europe et Callisto en raison de leur potentielle habitabilité. Et bien qu'au début du siècle, les spécialistes de la NASA aient annoncé le développement d'une mission appelée Ivo, dont le but était d'explorer les volcans d'Io, mais pour diverses raisons, elle n'a jamais vu le jour. Pluton est situé à 40 unités astronomiques du Soleil et est un objet sombre et difficile à distinguer. Ce corps céleste lointain se déplace autour du centre du système solaire sur une orbite sensiblement allongée, effectuant une rotation complète pendant 248 années terrestres. Grâce à de nombreux calculs, nous savons que le rayon de Pluton est de 1188 km, ce qui signifie qu'il est nettement inférieur en taille non seulement à toutes les planètes du système solaire, mais aussi à certains de leurs satellites, y compris la Lune. Dans le même temps, les observations du propre mouvement du corps céleste ont permis de calculer sa masse avec une grande précision. Elle s'est révélée petite, seulement 1,30 x 10 puissance 22 kg, ou 18% de celle de la Lune. Il n'est pas difficile de remarquer que par ses caractéristiques, Pluton ressemble beaucoup plus à de petits corps célestes tels qu'Eris, Cérès ou Sedna. C'est pour cette raison que Pluton vient en tête des planètes naines en 2006. La trajectoire longue et allongée du mouvement de Pluton est la raison de son long cycle orbital. Ce n'est qu'en 1989 que ce planétoïde a franchi le périhélie de son orbite pour la première fois depuis sa découverte, s'approchant du Soleil à une distance de 29,7 unités astronomiques. Depuis lors, cette distance n'a cessé d'augmenter et atteindra son plus haut niveau en 2113. À ce moment-là,
cette planète naine sera située près de l'Aphélie, située à 49,3 unités astronomiques du centre de notre système. Ainsi, Pluton est un objet spatial très lointain et sombre. Pour cette raison, il est impossible de le voir de la Terre à l'œil nu. Et même dans les images prises avec le télescope orbital Hubble, la planète naine ressemble à un disque brun trouble, sans détail de surface. Bien sûr, il est presque impossible d'explorer pleinement le corps céleste dans de telles conditions. Pour résoudre ce problème, la station orbitale automatique New Horizon a été envoyée vers Pluton en 2006. Elle a passé de longues 9 années et demie sur le chemin, nous fournissant des images détaillées de Jupiter. Et ce n'est qu'en 2015 que cet appareil de recherche a finalement atteint l'objectif principal de sa mission. En survolant Pluton, la station a effectué environ 400 observations, collectant plus de 6 gigaoctets d'informations. La transmission d'un tel ensemble de données sur Terre a pris plus d'1 an. Malheureusement, il n'a pas été possible de photographier complètement la surface de la planète naine en raison de la trajectoire particulière de la sonde. Le fait est que New Horizon n'est pas entré en orbite autour de Pluton, mais l'a contourné pour pouvoir explorer d'autres objets. Avant de passer au détail du relief du corps céleste, il faut comprendre sa structure interne. Selon le modèle adopté à l'heure actuelle, au centre de Pluton se trouve un noyau massif d'environ 1700 km de diamètre, composé d'un mélange de différentes formes de glace, d'eau et de formations rocheuses. Il est entouré d'un manteau de glace de 300 km, dans lequel il est possible que des processus tectoniques encore mal étudiés se produisent. À son tour, le manteau est recouvert de croûte, qui est un mélange de gaz cristallisés, tels que l'azote, le méthane et l'oxyde de carbone. Selon certaines hypothèses, le noyau de Pluton pourrait produire suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie du manteau de glace. Dans ce cas, profondément sous la surface du planétoïde, doit se cacher un océan très salé et caustique, contenant une grande quantité d'ammoniac dissous. La température de la surface de cette planète naine est très faible et ne dépasse pas 60 Kelvin ou moins 213 degrés Celsius. Notre voyage à travers Pluton commence par le détail le plus visible et le plus étudié de son relief, la Tombaugh Regio. Ce vaste territoire est situé dans la zone équatoriale du planétoïde et ressemble à un cœur schématiquement dessiné. Cette similitude est à la base du nom non officiel de la région, le cœur de Pluton. Sa taille atteint 2300 km, ce qui implique que la plaine occupe environ un quart de la superficie de tout le corps céleste. La surface de la Tombaugh Regio est hétérogène. Ainsi, la Sputnik Planitia, plus lisse et plus légère, dont le diamètre est de 1492 km, est située dans sa partie ouest. Si vous vous référez à la carte du relief, vous pouvez vous assurer que cette région est une vaste plaine. Elle est recouverte d'une épaisse couche de glace azotée, ainsi que d'oxyde de carbone et de méthane sous forme solide. Ces substances ont une couleur claire, de sorte que certaines parties de la plaine reflètent jusqu'à 90% de la lumière qui leur tombe dessus. En outre, il n'y a pratiquement pas de cratères, ce qui signifie que cette région s'est formée récemment, selon les normes géologiques. Selon l'hypothèse de base, la Sputnik Planitia est née il y a environ 100 millions d'années, lorsque Pluton a connu une collision avec un grand corps céleste. Le résultat a été un énorme cratère d'impact, qui a été rempli avec le contenu rapidement gelé de l'océan intérieur hypothétique de la planète naine. Certaines caractéristiques du relief de la plaine en témoignent. Par exemple, on y trouve en abondance des zones lisses de 20 à 30 km de surface, entre lesquelles se concentrent des collines et des zones basses. Une telle structure ressemble à des cellules de convection qui apparaissent comme dans n'importe quel liquide chauffé par le bas, ce qui peut servir de confirmation indirecte de l'hypothèse des entrailles chaudes de Pluton. La Tombaugh Regio est encadrée par des crêtes relativement hautes. Les montagnes Hilary Montest, à l'ouest de la Sputnik Planitia, atteignent une altitude de 3,5 km. Dans la partie sud du cœur, les montagnes Tenzing Montes s'élèvent au ciel. La hauteur de certains de ces sommets dépasse 6 km au-dessus du niveau moyen de la surface de la planète naine, ce qui en fait la plus haute chaîne de montagnes de Pluton. Il est à noter que ces roches, selon toute vraisemblance, sont principalement constituées de glace d'eau, qui, à une température aussi basse, devient comparable en termes de résistance à de la pierre. En se déplaçant encore un peu plus au sud, vous pouvez remarquer un creux profond, entouré de massifs multicouches de crêtes de glace et de pierre.
Il est supposé qu'il pourrait s'agir de l'évent d'un ancien cryovolcan, et les roches autour sont les traces figées de ces nombreuses émissions. Leur composition chimique est d'un grand intérêt pour la science, car après les avoir reconnus, vous pouvez étudier les caractéristiques de la structure interne de Pluton. La partie orientale de la Tombeau Regio a une couleur plus foncée. En outre, sa surface est recouverte de nombreux cratères, ce qui signifie que cette région est beaucoup plus ancienne que la Spoutnik Planitia. Si vous vous déplacez plus à l'est, le long de l'équateur, vos yeux verront une chaîne de taches sombres, dont le diamètre est de plusieurs centaines de kilomètres. Ces objets sont appelés maculae. Elles ont reçu leur nom en l'honneur de divinités obscures de différentes cultures. Par exemple, l'une d'entre elles porte le nom de Balrog. Ensemble, elles forment une structure géante appelée point américain, couvrant le corps céleste le long de l'équateur. Les maculae sont séparées par de hautes chaînes de montagnes et leur surface est coupée par de profondes crevasses atteignant des centaines de kilomètres de long. À l'ouest de la Tombeau Regio s'étend la Cthulhu Macula. Il s'agit de la grande tache sombre de Pluton, longue de près de 3000 km. Sa surface ne reflète pas plus de 30% de la lumière qui y tombe, contrastant fortement avec la Spoutnik Planitia, brillante et lumineuse, située à proximité. Il n'y a pas encore d'informations fiables sur ce que sont les maculae. On suppose que leur couleur sombre est due à la teneur élevée en tholline, ce qui, combiné à une concentration relativement élevée de cratères d'impact, témoigne de leur ancienneté. On sait également que la surface de la Cthulhu Macula est hétérogène. Ainsi, la partie occidentale a un relief vallonné, la partie centrale est une plaine lisse, et la partie orientale est couverte de montagnes et de cratères. Laissant la tache sombre de Cthulhu derrière nous, nous nous dirigeons vers le nord. Ici s'étend la Lowell Regio, une vallée spacieuse entourant le pôle nord de Pluton. Étonnamment, c'est cet endroit qui est actuellement la partie la plus éclairée de la surface du corps céleste. Le fait est que l'axe de rotation de Pluton a une très grande inclinaison par rapport au plan de son orbite, de sorte que dans son mouvement, le corps céleste a été tourné vers le Soleil par le pôle Nord. Il est supposé que c'est la raison pour laquelle la densité de l'atmosphère de Pluton a triplé au cours des 30 dernières années, malgré la distance croissante à l'astre. Probablement, les rayons du Soleil vaporisent le gaz d'azote installé sur le pôle, reconstituant la coque gazeuse de la planète naine. Dans son mouvement en orbite, Pluton représente un certain nombre de particularités par rapport aux planètes du système solaire. En plus du fait que son orbite a une inclinaison marquée par rapport au plan écliptique, le planétoïde lui-même effectue constamment des oscillations cycliques près d'un certain point. Cela est dû à la présence d'un grand satellite qui affecte gravitationnellement la planète naine. Il porte le nom de Charon et a une masse de 1,52 × 10 puissance 21 kg, ce qui représente plus de 11% de la masse de Pluton elle-même. En conséquence, les deux corps célestes tournent près d'un seul centre de masse situé entre eux. Dans ce cas, les objets se voient dans le verrouillage gravitationnel mutuel et sont constamment tournés l'un vers l'autre par un même côté. Contrairement à Pluton, la surface de son satellite est nettement plus sombre et montre une abondance de glace d'eau, mélangée dans certaines régions seulement, avec du méthane et de l'azote. En plus de Charon, il existe plusieurs autres satellites, mais ils sont tous beaucoup plus petits et de forme irrégulière. Les dimensions de Nix et Hydre, découvertes en 2005, sont de plusieurs dizaines de kilomètres et celles découvertes plus tard. Kerberos et Styx ne dépassent pas 16 km de diamètre. Tous ces corps célestes sont principalement constitués de glace d'eau et ont probablement été capturés par la gravité de Pluton dans la ceinture de Kuiper. Malheureusement, une partie importante de Charon n'est pas tombée dans le champ de vision des caméras de la sonde New Horizon. Mais de nombreuses formes de relief intéressantes peuvent être observées sur la surface visible du corps céleste. Par exemple, au sud de l'équateur, on observe une vaste région appelée la vallée Vulcan Planum. Sa superficie n'est pas connue précisément, cependant, elle est d'au moins 400 000 km², ce qui est comparable à la taille d'un pays européen moyen. Ici se trouve le plus haut sommet de Charon, le Kubrick Mons. Son diamètre est d'environ 40 km et sa hauteur, selon certaines estimations, atteint 4000 mètres. En outre, la montagne est entourée d'un large fossé en forme d'anneau jusqu'à 2 km de profondeur. Selon certaines hypothèses, le Kubrick Mons pourrait être un cryovolcan. Dans ce cas, il est très probable que le terrain qui l'entoure se soit écroulé sous son propre poids en raison de la dévastation d'un réservoir souterrain. Au nord s'étend la vaste Ose Terra,
dont la surface est parsemée de nombreux cratères. Elle est séparée de la vallée Vulcan Planum par un système de rebords géants et de crevasses d'une hauteur totale d'environ 1 km. La plus grande d'entre elles est Serenity Chasma. Elle mesure 200 km de long et entre 40 et 50 km de large. La profondeur peut atteindre 7 km et il est assez difficile d'explorer son fond en raison de l'ombre épaisse projetée par les pentes abruptes. Encore plus au nord, près du pôle, la tache géante de la Mordor Makula s'assombrit. Son diamètre atteint 475 km et son origine fait encore l'objet de débats. L'hypothèse qui prévaut actuellement est que l'azote et le méthane qui s'échappent de l'atmosphère de Pluton ont été piégés par la gravité de Charon et se sont installés à ses pôles. Sous l'influence du rayonnement ultraviolet, ils se sont transformés en tholines et se sont progressivement concentrés dans la glace du corps céleste. Cette hypothèse doit être vérifiée, ce qui sera l'objectif des futures missions. Charon reste un mystère pour nous à bien des égards, car les recherches ne font que commencer. Bien que le système de Pluton et Charon soit sans aucun doute l'une des structures les plus intéressantes du système solaire, il n'a toujours pas été suffisamment étudié. Malheureusement, l'appareil New Horizons a depuis longtemps quitté ses environs, et les corps célestes eux-mêmes s'éloignent rapidement de nous, emportant leurs secrets. À l'heure actuelle, la sonde de recherche est à une distance de plus de 50 unités astronomiques de la Terre et continue de nous envoyer des informations rares mais extrêmement importantes. Vers 2030, tous les systèmes tomberont définitivement en panne et l'appareil restera tout seul au milieu de l'abîme cosmique glacial. La station automatique de recherche New Horizons est devenue le 5e vaisseau spatial de l'histoire de l'humanité à franchir le seuil de 50 unités astronomiques du Soleil. Avant elle, cette frontière conditionnelle était franchie par les sondes voyageurs, et même plutôt par les sondes de recherche Pioneer 10 et Pioneer 11. Très probablement, aucun de ces voyageurs spatiaux ne reviendra jamais sur Terre. Certains d'entre eux poursuivent encore leur mission, tandis que d'autres se sont tués à jamais. Appareil, New Horizons, début de la mission, 19 janvier 2006. Distance de la Terre, 55 unités astronomiques. Vitesse d'éloignement, 14 km/s ou 3 unités astronomiques par an. Objectif principal, Pluton et Charon. Statut de la mission, terminé avec succès. Statut, opérationnel. Comme la plupart des autres stations de recherche interplanétaires, New Horizons a effectué une manœuvre gravitationnelle près de Jupiter avant de se diriger vers son objectif. Cela a permis d'augmenter considérablement la vitesse de l'appareil, ainsi que d'obtenir des images de haute qualité de la plus grande planète du système solaire et de ses satellites. En plus, grâce aux caméras de la sonde, un enregistrement vidéo d'un volcan en éruption sur Io, la lune de Jupiter, a été obtenu pour la première fois. Et seulement après avoir reçu une accélération supplémentaire, l'appareil est allé à l'objectif principal, Pluton. La station a atteint les environs du planétoïde en janvier 2015. L'objectif principal de la mission était une étude approfondie de Pluton et Charon, y compris la photographie et la cartographie de la surface de ces objets spatiaux lointains. De plus, l'appareil a mesuré les champs magnétiques et l'activité du vent solaire à proximité des corps célestes et a également collecté des données sur leur atmosphère et les propriétés de leur surface réfléchissante. Bien sûr, le programme de recherche comprenait également la recherche de satellites non encore découverts de Pluton et l'affinement des paramètres de son orbite. Ayant terminé la mission principale, l'appareil de recherche n'a pas cessé d'être utile. Son vol s'est poursuivi au-delà de l'orbite de Pluton afin d'étudier les objets de la ceinture de Kuiper. C'est ainsi que les images de Quaoar, Araun et Arrokoth ont été obtenues. De plus, les caméras de la sonde ont mesuré la distance aux étoiles Proxima Centauri et Wolf 359. Malheureusement, à partir de 2026, la source d'énergie isotopique du véhicule commencera à s'épuiser et les instruments de mesure à bord s'éteindront les uns après les autres. La station New Horizons poursuit son mouvement au-delà du système solaire et d'ici 2038, la distance entre l'appareil et le Soleil atteindra 100 unités astronomiques. Très probablement, à ce moment-là, l'alimentation électrique à bord de la station perdra enfin sa fonctionnalité et il deviendra impossible de la contacter. New Horizons ira sur une orbite hyperbolique en dehors de notre système et ne reviendra jamais. Un destin similaire a depuis longtemps rattrapé 2 autres sondes interplanétaires quittant le système solaire, Pioneer 10 et Pioneer 11.
elles sont devenues les premières sondes automatiques que l'humanité a envoyées dans l'espace interstellaire. Appareil, Pioneer 10. Début de la mission, 3 mars 1972. Distance de la Terre, 134 unités astronomiques. Vitesse d'éloignement, environ 12 km/s ou 2,5 unités astronomiques par an. Objectif principal, Jupiter. Statut de la mission, terminé avec succès. Statut, inutilisable. L'engin atteint le système de Jupiter le 4 décembre 1973, après avoir passé 641 jours dans l'espace. Au cours de la mission, des photographies de la surface de la géante gazeuse et de ses plus gros satellites ont été prises, et la composition de l'atmosphère et le champ magnétique de la planète ont également été mesurés. De plus, il a été constaté que Jupiter émet 2,5 fois plus d'énergie thermique dans l'espace environnant qu'elle n'en reçoit du Soleil. Les données, uniques à l'époque, sont devenues la base pour comprendre la structure des géantes gazeuses et de leurs satellites. La trajectoire du deuxième appareil, connu sous le nom de Pioneer 11, passait également devant Jupiter. Mais son objectif principal était une autre géante gazeuse de notre système, Saturne. À l'aide des instruments de mesure de la sonde, des données sur le champ magnétique de la planète ont été obtenues, et ces caméras nous ont fourni un grand nombre d'images non seulement de la géante gazeuse elle-même et son système d'anneaux, mais également de ses satellites Titan et Mimas. Selon les calculs, la distance entre l'appareil et le centre de notre système est maintenant d'environ 109 unités astronomiques. Après avoir réalisé leur programme principal, les deux sondes ont poursuivi leur voyage, s'éloignant de plus en plus du Soleil. Malheureusement, le dernier signal reçu de Pioneer 10 a été reçu en 2003, et le deuxième appareil a cessé de communiquer en 1995. On suppose qu'à l'heure actuelle, les sondes se déplacent rapidement en dehors du système solaire, mais elles ne pourront jamais rattraper les deux autres appareils, bien qu'ils aient été lancés bien plus tard. Appareil Voyageur 1. Début de la mission, 5 septembre 1977. Distance de la Terre, 159 unités astronomiques. Vitesse d'éloignement, environ 17 km/s ou 3,6 unités astronomiques par an. Objectif principal, Jupiter, Saturne. Statut de la mission, terminé avec succès. Statut, fonctionnalité limitée. La contribution de Voyageur 1 à l'étude du système solaire ne peut être surestimée. Grâce à elle, plusieurs nouveaux satellites de Jupiter ont été découverts, ainsi qu'un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Les caméras de Voyageur ont capturé l'éruption volcanique d'Io et ont montré de manière convaincante que la grande tache rouge de Jupiter est une tempête géante. L'appareil a envoyé des centaines d'images de la plus grande planète du système solaire et de ses satellites vers la Terre. Et après que la station ait traversé l'orbite de Neptune, ces instruments ont transmis à la Terre de nombreuses données précieuses sur le plasma interstellaire. Voyageur 1 a depuis longtemps laissé derrière elle à la fois la ceinture de Kuiper et l'héliopause, et traverse maintenant rapidement la région du disque dispersé du système solaire, se dirigeant vers le bord intérieur de l'hypothétique nuage d'Oort. À l'heure actuelle, ce n'est pas seulement l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre, mais aussi le plus rapide parmi les véhicules artificiels quittant notre système. En tant que première sonde spatiale à voyager aussi loin du centre du système solaire, Voyageur 1 a fourni aux scientifiques une occasion unique d'explorer l'héliopause. C'est le nom de la région de l'espace autour de notre étoile, où la pression du vent solaire s'équilibre avec celle du gaz interstellaire. La collision de particules chargées émises par une étoile et un plasma raréfié crée les structures les plus complexes de particules élémentaires et de champs magnétiques, dont l'étude est extrêmement importante pour comprendre les processus se produisant dans l'univers. Malheureusement, vers 2025, la puissance des thermogénérateurs à radioisotopes qui alimentent la station finira par s'épuiser, après quoi la communication avec elle sera interrompue. Selon les calculs, dans 300 ans, Voyageur 1 atteindra la limite intérieure de l'hypothétique nuage d'Oort. Pour le surmonter, l'appareil aura besoin d'environ 30 000 ans, après quoi il quittera enfin les frontières du système solaire. Et après environ 10 000 ans, la station passera à une distance de 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese 445 et sera finalement perdue dans les profondeurs de l'espace. En parlant de Voyageur 1, on ne peut manquer de mentionner un autre véhicule de mission qui a quitté la Terre le 20 août 1977. Voyageur 2 a ciblé Saturne, Uranus et Neptune, mais s'est également approché de Jupiter pour obtenir un coup de pouce supplémentaire. Les photos prises par cet appareil ont suggéré la présence d'un océan souterrain sur Ganymède et Europe.
Ayant atteint Saturne, Voyager 2 a obtenu des données sur la température de la géante gazeuse et son champ magnétique, et a également découvert plusieurs satellites jusque-là inconnus de la planète. Bien sûr, de nombreuses photographies de la surface de Saturne elle-même et de ses anneaux ont été prises. La trajectoire ultérieure de l'appareil passait devant Uranus et Neptune. En conséquence, de nombreuses photographies uniques ont été obtenues, ainsi que 17 satellites et systèmes d'anneaux à proximité des deux planètes ont été découverts. L'influence gravitationnelle de Neptune a modifié la trajectoire de Voyager 2, l'amenant à quitter le plan de l'écliptique. Ainsi, l'appareil a perdu l'opportunité d'approcher d'autres objets du système solaire. Cependant, ses capacités n'ont pas encore été épuisées. Par la suite, Voyager 2 a fourni les données les plus précieuses sur le plasma interstellaire et le vent cosmique, et a également participé à la mesure des distances aux étoiles et à l'exploration de l'héliosphère. À l'heure actuelle, l'appareil a déjà réussi à s'éloigner du centre de notre système de 133 unités astronomiques. Et cette distance augmente de 15,37 km chaque seconde. Il lui faudra environ 42 000 ans pour se rapprocher de Ross 248, une naine rouge sombre de la constellation d'Andromède. La distance minimale entre Voyager 2 et l'étoile sera d'environ 1,7 années-lumière. Et environ 300 000 ans après son lancement, elle a une chance de survoler Sirius à une distance de 4,3 années-lumière. Malheureusement, il est impossible de remarquer un si petit objet depuis la Terre à une telle distance. Depuis environ une centaine d'années, la Terre émet de grandes quantités de signaux radio structurés dans l'espace. Le bruit radio de la Terre a depuis longtemps atteint des dizaines d'autres systèmes stellaires, dont Arcturus, situé à 37 années-lumière de nous, ou Aldébaran, dont la distance est d'environ 65 années-lumière. De plus, les signaux de notre planète peuvent être entendus à la surface d'un grand nombre d'exoplanètes potentiellement habitables, tels que Ross 128b ou Gliese 667cc. Cependant, le système triple d'Alpha Centauri reste le voisin stellaire le plus proche du Soleil et constitue donc le candidat le plus évident pour le premier vol interstellaire. Alpha Centauri est connu pour être un système stellaire multiple, comprenant 3 composantes. Les 2 plus grands d'entre eux sont situés relativement proches l'un de l'autre et sont visibles à l'œil nu comme une seule source de lumière. Ils tournent autour d'un centre de masse commun sur des orbites elliptiques légèrement allongées, effectuant une révolution complète en 80 ans environ. Dans ce cas, la distance maximale entre les astres peut atteindre 35 unités astronomiques, tandis que la distance minimale est d'environ 11,2 unités astronomiques. À son tour, la distance entre le Soleil et ses objets est d'environ 4,36 années-lumière. La composante la plus massive, la plus grande et la plus brillante du système est appelée Alpha Centauri A. Il s'agit d'une étoile de la séquence principale dont la masse est supérieure d'environ 8% à celle du Soleil et dont le rayon est environ 1,22 fois plus grand que celui de notre étoile. Bien que la température de surface et la classe spectrale d'Alpha Centauri A soient proches de celle du Soleil, elle émet 1,5 fois plus d'énergie lumineuse que notre étoile. À l'heure actuelle, aucune exoplanète confirmée n'a été découverte à proximité de cette étoile. Toutefois, en 2021, des observations de l'étoile dans le spectre infrarouge ont révélé des preuves de la présence potentielle d'un objet ressemblant à une planète. Selon des calculs préliminaires, sa masse se situe entre 9 et 35 masses terrestres et sa taille varie entre 3,3 et 7 rayons de notre planète. Ce corps céleste hypothétique est situé à une distance de 1,1 unité astronomique de l'étoile mère et effectue une révolution complète autour de celle-ci en environ 1 an. Ces données doivent être vérifiées par les observations supplémentaires qui pourraient être effectuées par le télescope orbital James Webb ou par des observatoires terrestres. La deuxième composante du système est appelée Alpha Centauri B ou Tollyman, et il s'agit également d'un objet de la séquence principale. Cependant, sa masse est inférieure à la masse solaire d'environ 10%, et son rayon correspond à environ 0,86 fois celui de notre étoile. En outre, cette étoile est légèrement plus froide que le Soleil. Sa température de surface est d'environ 5260 Kelvin, soit un peu moins de 5000 degrés Celsius. La combinaison de ces facteurs explique que le corps céleste ait une couleur orange et que sa luminosité soit en moyenne inférieure de moitié à celle de notre étoile. Dans le même temps, par rapport aux autres objets de sa classe, Alpha Centauri B émet beaucoup plus d'énergie dans la gamme des rayons X.
De plus, cette étoile est caractérisée par une nature turbulente et sa surface génère périodiquement des éruptions et des émissions lumineuses. Aucune exoplanète confirmée n'a été trouvée à proximité de cette étoile. En 2012, sur la base d'analyse du mouvement propre de l'étoile pendant 4 ans, un groupe d'astronomes de l'Observatoire de Genève a suggéré l'existence d'une planète très proche, avec une période orbitale d'environ 12 jours et un rayon légèrement inférieur à celui de la Terre. Cependant, 3 ans plus tard, une nouvelle vérification a révélé qu'une erreur mathématique avait été commise dans le traitement des données, et l'existence de la planète a été réfutée. La troisième composante du système diffère considérablement de ses compagnons. Il s'agit d'une naine rouge, dont la masse est environ 12% de la masse solaire et dont la taille est environ 7 fois plus petite que celle du Soleil. Sa température de surface ne dépasse que légèrement 3000 Kelvin, et sa luminosité ne représente que 0,17% de celle de notre Soleil. De toutes les composantes du système d'Alpha Centauri, cet objet spatial de faible luminosité, situé à une distance de 4,25 années-lumière, est l'étoile la plus proche du Soleil. Grâce à ce fait, le corps céleste a reçu le nom de Proxima Centauri, ce qui signifie la plus proche en latin. De plus, la distance qui nous sépare de l'objet diminue progressivement, et dans 26 700 ans, elle sera d'un peu plus de 3 années-lumière. Néanmoins, en raison de sa luminosité extrêmement faible, cette étoile n'est pas visible à l'œil nu depuis la Terre. Proxima est sensiblement éloignée des 2 autres composantes de son système stellaire. Actuellement, cette distance est d'environ 13 000 unités astronomiques, ou 0,21 années-lumière. Mais dans les 300 000 prochaines années, elle diminuera progressivement jusqu'à 4100 unités astronomiques. L'étoile effectue une révolution complète autour du centre de masse commun en 547 000 ans. Contrairement à ses voisins plus grands, le système de Proxima Centauri contient 2 exoplanètes confirmées, ainsi qu'au moins un objet hypothétique. De plus, l'étude de l'étoile dans l'infrarouge a permis de suggérer la présence d'un anneau de poussière et probablement de nombreux petits corps célestes comme des astéroïdes ou des comètes. La première planète du système, appelée Proxima Centauri b, a été découverte en 2016 à l'aide de la méthode des vitesses radiales. 4 ans plus tard, en 2020, son existence a été confirmée par des études spectrographiques réalisées à l'aide du plus grand télescope terrestre du monde, le VLT. Selon les données actualisées, l'exoplanète est située à environ 0,05 unités astronomiques de l'étoile mère et fait une révolution complète autour d'elle en environ 11 jours terrestres. Les calculs montrent que sa masse dépasse celle de la Terre de 10 à 20% et que son rayon correspond à environ 1,3 fois celui de la Terre. Selon les résultats de la modélisation mathématique, Proxima Centauri b reçoit environ 1,5 fois moins d'énergie thermique de son étoile que la Terre n'en reçoit du Soleil. Sa température moyenne est de 234 Kelvin, soit moins 39 degrés Celsius, ce qui signifie que de l'eau liquide pourrait hypothétiquement exister dans certaines régions de la planète. Cependant, en raison de son extrême proximité avec son étoile, le corps céleste est susceptible d'être soumis à un effet de marée et donc d'être constamment tourné vers l'astre du même côté. Une atmosphère dense pourrait atténuer les changements de température inévitables dans de telles conditions. Cependant, Proxima Centauri, comme beaucoup d'autres naines rouges, présente souvent de puissantes éjections de matière stellaire et des éclats de rayonnement ionisant. On suppose qu'une telle activité de l'étoile détruit progressivement l'atmosphère des objets proches. Un puissant champ magnétique entourant la planète pourrait constituer une défense contre le processus de destruction, mais la probabilité que Proxima Centauri b en possède est extrêmement faible. En 2020, l'existence d'une deuxième planète dans ce système a été prouvée. L'objet spatial, nommé Proxima Centauri c, est séparé du centre du système par environ 1 unité astronomique et demie, et son cycle orbital est d'un peu plus de 5 ans. La masse de l'objet se situe entre 6 et 8 fois celle de la Terre, et son rayon n'a pas encore été déterminé. En fonction de sa taille, cette exoplanète peut être classée comme une mini-Neptune ou une super-Terre. En raison de la grande distance qui la sépare de son étoile mère, la température de Proxima Centauri c est extrêmement basse, environ 39 Kelvin ou moins 234 degrés Celsius. De plus, selon certaines observations, la planète pourrait avoir un système d'anneaux d'une taille d'environ 5 rayons de Jupiter. En outre, l'analyse des dernières données du télescope VLT suppose l'existence d'une très petite exoplanète d'une masse de l'ordre de 0,25 fois celle de la Terre, située à une distance d'environ 0,029 unités astronomiques de l'étoile mère.
Si elle existe réellement et qu'il ne s'agit pas d'une erreur de mesure, une année sur la planète devrait durer environ 5 jours terrestres et la température de surface devrait atteindre 360 Kelvin ou 87 degrés Celsius. Cependant, la réalité de cet objet spatial reste une grande question et nécessite des confirmations supplémentaires. Alpha Centauri écoute nos signaux radio depuis plus de 100 ans, mais il est encore impossible de parcourir les 40 000 milliards de kilomètres de vide spatial qui nous séparent. La lumière met plus de 4 ans à le faire, mais l'homme ne peut actuellement que rêver d'une telle vitesse. Même les vaisseaux spatiaux modernes les plus rapides devraient passer des dizaines de milliers d'années à voyager. Cependant, l'utilisation de technologies avancées permettrait en théorie de réduire considérablement cette période. Depuis l'aube de l'exploration spatiale, de nombreux projets de vaisseaux hypothétiquement capables de parcourir des distances interstellaires ont vu le jour. Mais aucun d'entre eux n'a jamais été réalisé dans la pratique. La plupart de ces missions ont été oubliées, mais l'une d'entre elles est encore active aujourd'hui. Il s'agit du programme Breakthrough Starshot, qui prévoit l'envoi vers Proxima Centauri d'1 millier de microsondes au cours de la première moitié de ce siècle. Leur taille ne dépassera pas le centimètre et il est prévu d'utiliser une voile fine et résistante, accélérée par les impulsions d'un laser terrestre ultra puissant. Selon les calculs, la sonde interstellaire quittera le système solaire à environ 20% de la vitesse de la lumière, et la durée totale du voyage sera d'environ 20 ans. Il faudra encore près de 5 ans pour que les données recueillies par la mission atteignent la Terre. Selon les normes galactiques, la région de l'espace adjacente au système solaire est considérée comme peu riche à la fois en astres et en autres objets spatiaux. Cependant, environ 50 systèmes stellaires sont déjà connus dans un rayon de 15 années-lumière de la Terre. Certains d'entre eux sont des étoiles uniques, tandis que d'autres incluent 2 composantes ou plus, de sorte que le nombre total d'étoiles dans cette zone atteint 65. Beaucoup d'entre elles ont des exoplanètes et des disques protoplanétaires de gaz et de poussière, dans lesquels le processus de la formation de corps célestes est toujours en cours. Pour explorer toute cette diversité, nous devons cartographier l'environnement immédiat. En nous éloignant progressivement de notre planète natale, nous traverserons des dizaines d'années-lumière de vide cosmique et visiterons de nombreux mondes lointains. Il est temps d'aller vers les étoiles. À une distance de 6 années-lumière du Soleil, nous atteindrons notre première cible, la petite naine rouge GJ 699, également connue sous le nom d'étoile de Barnard. Elle est remarquable du fait qu'elle se déplace dans le ciel à une vitesse incroyable et qu'elle est capable de traverser le disque de la Lune en 180 ans. La raison est non seulement la faible distance à l'objet, mais aussi le mouvement propre très rapide de l'étoile. L'étoile de Barnard s'approche du système solaire à une vitesse d'un peu plus de 100 km/s et deviendra dans environ 10 000 ans l'étoile la plus proche de nous. À ce moment-là, la distance entre elle et le Soleil ne sera que de 3,8 années-lumière. Cependant, même à une telle distance, la faible lueur de la naine rouge ne sera pas suffisante pour la voir sans instrument optique. La masse de l'astre n'est que de 17% de celle du Soleil et son rayon est environ 6 fois plus petit. Comme toutes les naines rouges, l'étoile de Barnard est plutôt froide. Sa température de surface n'est que de 3134 Kelvin, soit un peu moins de 2900 degrés Celsius. Compte tenu de ces données, il n'est pas surprenant que la luminosité de l'objet soit 2300 fois inférieure à celle de notre étoile. En 2018, les résultats de 20 ans d'observation du mouvement propre de l'étoile ont été publiés, ce qui peut servir de preuve de la présence d'une exoplanète à proximité. Les calculs disponibles montrent qu'il s'agit d'une super Terre froide d'une masse d'au moins 3,2 masses terrestres. La planète nommée GJ 699b est située à une distance d'environ 0,4 unités astronomiques du centre du système et effectue une révolution complète autour de l'étoile mère en 233 jours. Malheureusement, l'orbite de la planète est située de telle manière qu'elle ne passe pas entre la Terre et l'étoile mère. Il est donc presque impossible de procéder à une analyse spectrale de l'objet. Cependant, la modélisation mathématique est capable de nous fournir quelques informations à ce sujet. Comme l'étoile de Barnard est peu lumineuse, son compagnon planétaire reçoit d'elle 50 fois moins d'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Pour cette raison, la température à la surface du corps céleste est extrêmement basse, seulement 105 Kelvin ou moins 168 degrés Celsius. Toutefois,
Toutefois, il ne peut être exclu qu'en raison des perturbations des marées ou de la désintégration radioactive, suffisamment d'énergie ait été libérée dans les entrailles de la planète pour former un océan souterrain chaud. Si cela est vrai, alors la vie potentielle dans ces profondeurs aurait eu suffisamment de temps pour se développer tranquillement. Car parmi les étoiles connues, l'étoile de Barnard est apparemment l'une des plus anciennes. Son âge, selon les calculs, dépasse 10 milliards d'années, ce qui ne représente que quelques pourcents de la durée de vie prévue d'une étoile. En raison de sa proximité et de sa bonne direction de mouvement, l'étoile de Barnard est l'un des objets prioritaires pour les voyages interstellaires potentiels. Mais seul l'avenir nous dira si des vaisseaux spatiaux artificiels seront un jour capables de l'atteindre. Pendant ce temps, de l'autre côté du Soleil, se trouve presque à l'exact opposé une naine rouge peu lumineuse. On parle bien sûr de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, située à 8,6 années-lumière de notre planète. Vue de la Terre, cette étoile semble être une seule source de lumière. Cependant, une étude plus détaillée a révélé qu'il ne s'agit pas d'un objet unique, mais d'une étoile binaire. À l'heure actuelle, les deux composants du système sont à la distance maximale l'un de l'autre, environ 30 unités astronomiques. L'étoile principale, également appelée Sirius A, est une étoile brillante bleu-blanc d'une masse 2 fois supérieure à celle du Soleil. Dans le même temps, son diamètre est supérieur de 70% à celui du Soleil, et sa température de surface atteint 10 000 Kelvin. Grâce à cela, Sirius A émet 25 fois plus d'énergie que notre étoile. Le deuxième objet, connu sous le nom de Sirius B, est à peine visible sur le fond de son compagnon brillant et massif. C'est une naine blanche, d'un rayon d'environ 6000 km, dont la masse est très proche de celle du Soleil. Comme toutes les étoiles de ce type, sa température de surface est extrêmement élevée et atteint 25 000 Kelvin. Cependant, en raison de sa petite taille, la luminosité de cette naine blanche est environ 1000 fois inférieure à celle de sa compagne stellaire. Après de longues et persistantes recherches, aucun signe de la présence de planètes n'a été trouvé dans les environs de Sirius. La raison en est peut-être à la fois le petit âge du système stellaire et l'emplacement particulier du plan de l'écliptique. De ce fait, les exoplanètes hypothétiques ne passent pas entre la source lumineuse et la Terre et ne peuvent donc pas être détectées par une méthode de transit. Une autre hypothèse est qu'il y a environ 120 millions d'années, Sirius B aurait épuisé son carburant stellaire et s'est transformée en géante rouge. Peu de temps après, elle aurait perdu ses coquilles extérieures, se transformant en une naine blanche compacte et très chaude. En conséquence, le disque protoplanétaire de gaz et de poussière qui entourait le jeune système stellaire à cette époque aurait été détruit par cette explosion. Ces restes ont disparu dans l'espace environnant, privant les planètes en formation d'une chance de survivre. À l'heure actuelle, les deux composants du système se déplacent autour d'un seul centre de masse sur des orbites modérément allongées, faisant une révolution complète en 50 ans. Au cours des 60 000 prochaines années, Sirius se rapprochera progressivement de la Terre, devenant plus brillante et plus visible dans le ciel nocturne. La distance minimale sera d'environ 7,5 années-lumière, après quoi le système s'éloignera lentement de nous. Cet état de fait durera encore environ 660 millions d'années, après quoi Sirius A subira le même sort que sa compagne. Pendant une courte période, un flash puissant augmentera sa luminosité de 1000 fois. Cependant, en quelques mois, l'étoile s'éteindra complètement, disparaissant du ciel pour toujours. En quittant le voisinage de Sirius, transpercé par la lumière ultraviolette destructrice et le vent stellaire, nous manœuvrons autour du système solaire pour atteindre une petite étoile située à 14 années-lumière de la Terre. Dans divers catalogues, elle est connue sous différents noms, dont l'un est Wolf 1061. L'étoile est une naine rouge avec un rayon d'environ 30% de celui du Soleil. Sa masse est environ 4 fois inférieure à celle de notre étoile. Et la température de surface est de 3272 Kelvin, soit environ 3000 degrés Celsius. Wolf 1061 est extrêmement peu lumineuse, comme tous les objets de sa classe. Sa luminosité n'est que de 0,14% du Soleil, l'étoile n'est donc pas visible de la Terre à l'œil nu. Cependant, cette naine rouge possède l'un des environnements planétaires les plus abondants et les plus diversifiés parmi les systèmes stellaires les plus proches de nous. Dans son voisinage ont été découvertes 3 exoplanètes, et toutes 3 sont rocheuses et de composition proche de la Terre.
Dans le même temps, les conditions sur chacun de ces 3 corps célestes diffèrent considérablement. La première exoplanète la plus proche de l'étoile mère s'appelle Wolf 1061b. Elle est située à une distance de 0,038 unités astronomiques du centre du système et fait une révolution complète autour de lui en 5 jours environ. La masse de l'objet est comprise entre 1,5 et 2 masses terrestres, et son rayon est 20% plus grand que celui de notre planète. Il est tout à fait probable que le corps céleste soit en rotation synchrone et soit constamment tourné vers l'étoile d'un même côté. Pour cette raison, la température du côté de l'objet est extrêmement élevée, et les éruptions et le vent stellaire d'une étoile proche excluent pratiquement la présence d'une atmosphère. Tous ces facteurs rendent l'exoplanète totalement inadaptée à l'apparition et au maintien de la vie. Le deuxième objet du système, Wolf 1061c, est situé à 0,089 unités astronomiques de l'étoile et fait une révolution complète autour d'elle en 18 jours environ. Ainsi, il se trouve dans la zone habitable de l'étoile et peut être considéré comme un corps céleste potentiellement habitable. Wolf 1061c est environ 3 à 4 fois plus massif que notre planète et appartient à la classe des super-Terres. Les observations montrent que son rayon est d'environ 1,6 fois celui de la Terre et que la gravité à la surface, selon les calculs, est 60% plus élevée que celle à laquelle nous sommes habitués. L'exoplanète reçoit sensiblement moins d'énergie de son étoile que la Terre du Soleil. Sa température d'équilibre est donc beaucoup plus basse. Il fait 223 Kelvin, soit environ moins 50 degrés Celsius, ce qui est légèrement supérieur à la température de Mars. Cependant, compte tenu des fluctuations de température diurnes et saisonnières, de l'eau liquide peut exister à la surface du corps céleste. En présence d'une atmosphère dense avec un effet de serre évident, cette probabilité est encore plus élevée et les conditions sur la planète peuvent s'approcher du confort. De toutes les exoplanètes potentiellement habitables connues à ce jour, Wolf 1061c est l'une des plus proches, se classant 5e sur la liste. Le troisième objet du système est connu sous le nom de Wolf 1061d. Il se déplace le long d'une orbite sensiblement allongée, au point le plus éloigné de laquelle la distance entre la planète et l'étoile mère atteint 0,73 unités astronomiques. Le périhélie de l'orbite est situé beaucoup plus près du centre du système, environ à 0,21 unités astronomiques. Dans le même temps, la rotation annuelle complète du corps céleste prend environ 217 jours terrestres. Selon les calculs, la masse de Wolf 1061d est d'environ 7,7 masses terrestres. Si ce corps céleste est un objet rocheux, alors son rayon est d'environ 1,7 fois celui de la Terre. Si la planète est une mini-Neptune avec une atmosphère multicouche épaisse, sa taille devrait être d'au moins 2,2 fois le diamètre de notre planète. Malgré l'excentricité orbitale relativement élevée, Wolf 1061d n'entre jamais dans la zone habitable de son étoile. Apparemment, le corps céleste est inadapté au maintien de la vie, mais peut présenter un grand intérêt scientifique du point de vue de l'évolution planétaire. Ce système est l'une des cibles prioritaires des recherches futures. Il est donc probable que de nouvelles découvertes y soient faites prochainement. Entre autres choses, l'étoile Wolf 1061 est remarquable en ce qu'elle est située presque tout au bord du dénommé nuage interstellaire local. C'est une région de l'espace remplie d'hydrogène chaud, mais extrêmement raréfié. Sa température est d'environ 7000 Kelvin, et dans 1 cm3 d'espace, on ne trouve en moyenne que 0,3 atomes. C'est environ la moitié de la moyenne de la Voie lactée. Le système solaire s'est déplacé à travers le nuage local au cours des 10 000 dernières années. Son diamètre moyen est d'environ 30 années-lumière, mais notre système est situé presque à sa périphérie. Par exemple, Alpha du Centaure est déjà dans le dit nuage G voisin. Mais nous passerons environ 2000 ans de plus dans notre propre nuage, après quoi nous entrerons dans une zone encore plus raréfiée et chaude. Le nuage interstellaire local s'est formé à la suite de la collision de 2 bulles géantes de gaz cosmique chaud. Il a sa propre impulsion de mouvement, dirigée perpendiculairement à la direction du mouvement du système solaire, ainsi qu'un champ magnétique et un rayonnement. Néanmoins, malgré la haute énergie des particules de gaz interstellaires qui composent le nuage, rien ne menace les organismes terrestres. Le vent solaire les protège de manière fiable contre l'hydrogène de l'espace et l'atmosphère dense de la Terre subit l'impact des particules qui traversent quand même l'héliosphère. Cependant, les traces de l'isotope du fer 60, également appelé interstellaire, ont été trouvées dans les glaces de l'Antarctique. On suppose qu'il a été amené sur Terre précisément à partir du nuage interstellaire local.
poursuivant notre voyage dans l'espace extra-atmosphérique, nous trouverons bientôt une étoile plutôt inhabituelle, nommée Apécolumbae, située à 27,4 années-lumière de la Terre. Tout d'abord, elle attire l'attention par le fait qu'elle est née il y a seulement 40 millions d'années, à une époque où les dinosaures s'étaient depuis longtemps éteints sur notre planète. Ce qui est encore plus frappant, c'est que cet événement s'est produit dans une région complètement différente de la galaxie, à 450 années-lumière de la position actuelle de l'objet. Habituellement, les jeunes astres restent près de leur berceau stellaire pendant assez longtemps, jusqu'à plusieurs centaines de millions d'années. Si nous analysons le mouvement propre de Apécolumbae, il s'avère qu'elle a très probablement appartenu à l'amas ouvert IC 2391. Il compte environ 30 étoiles, unies par une origine et une direction de mouvement commune. Cependant, il y a plusieurs millions d'années, l'une d'elles a explosé, rompant le délicat équilibre établi de nombreux corps célestes. Cette catastrophe a donné à la jeune étoile un élan supplémentaire, qui l'a forcée à quitter rapidement le lieu de sa naissance. Étant une très petite naine rouge avec une masse de seulement 13% de celle du Soleil, cette étoile émet 4 fois plus d'énergie que tout autre corps céleste connu, avec les mêmes paramètres. De plus, son rayon est 2 fois supérieur à la valeur calculée selon la théorie moderne de la structure stellaire. Curieusement, une autre caractéristique inhabituelle de l'étoile a aidé à obtenir des réponses à ces énigmes. Le fait est que selon l'analyse spectrale de son rayonnement, la substance stellaire de Apécolumbae contient une quantité anormalement élevée de lithium. Habituellement, cet élément se trouve en abondance dans les cailloux protostellaires, mais s'éteint rapidement après le début d'une réaction thermonucléaire. Cela signifie que cet astre est une très jeune étoile en formation, qui n'est même pas encore entrée dans la phase de séquence principale. En conséquence, Apécolumbae se distingue par l'instabilité et sa nature explosive. Elle est soumise à de fortes éruptions et éjections de matière stellaire, au cours desquelles sa luminosité peut augmenter jusqu'à 10 fois pendant une courte période. Habituellement, de tels phénomènes constituent une menace pour les exoplanètes proches, arrachant leur atmosphère et stérilisant la surface avec un rayonnement ultraviolet. Mais les observations montrent qu'il n'y a pas de grands objets spatiaux à moins de 4,5 unités astronomiques de cette étoile. Apparemment, son âge est trop petit pour la formation de planètes à part entière. Néanmoins, c'est un corps céleste unique, très important pour comprendre le processus d'évolution stellaire précoce. Comme nous avons pu le voir, toutes les étoiles n'ont pas de système planétaire. Donc notre prochain arrêt est situé près de la naine orange Gliese 370, qui est à 37 années-lumière de la Terre. En 2011, une seule exoplanète a été découverte à sa proximité, désignée Gliese 370b. L'objet a été découvert à l'aide de la méthode des vitesses radiales et a une masse de 3 à 4 masses terrestres. Selon les idées modernes sur la formation des corps célestes, le monde découvert est très probablement une planète rocheuse dont le rayon est d'environ 30% plus grand que celui de la Terre. Dans de telles conditions, la gravité à sa surface devrait dépasser la gravité telle que nous la connaissons d'au moins 40%. Gliese 370b est située à une distance de 0,26 unités astronomiques de l'étoile mère et fait une révolution annuelle complète en 54,4 jours terrestres. Ainsi, l'exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Si la valeur d'albédo de sa surface est proche de celle de la Terre, alors la température moyenne du corps céleste devrait être d'environ 25 degrés Celsius, soit plusieurs degrés de plus que sur Terre. Le fait que l'exoplanète soit suffisamment loin de l'étoile mère suggère qu'elle n'est pas en rotation synchrone et qu'elle a son propre cycle diurne. Cela contribue à une répartition plus équitable de la chaleur sur la surface d'un corps céleste et par conséquent peut causer un climat plus doux. Une gravité modérément élevée devrait aplatir le relief de la planète, ce qui, combiné à une abondance d'eau liquide, peut provoquer la formation de mers spacieuses, chaudes et peu profondes. De tels endroits sont traditionnellement considérés comme les plus confortables pour l'origine et le maintien de la vie. Au moment de sa découverte, Gliese 370b était considérée comme l'une des exoplanètes les plus attractives pour la vie biologique potentielle. Cependant, les études les plus récentes ont suggéré que les conditions à sa surface sont un peu moins confortables qu'on ne le pensait auparavant. En particulier, il est possible que l'atmosphère d'un corps céleste soit trop dense et ait un effet de serre évident. Cependant, même selon les prévisions les plus pessimistes, la température moyenne à la surface de l'objet ne dépasse pas 78 degrés Celsius, ce qui correspond à une plage de température d'environ 30 à 100 degrés Celsius.
Considérant que le climat de notre planète durant la période archéenne était à peu près le même, Gliese 370b reste une exoplanète très attractive pour la recherche de vie extraterrestre, ce qui signifie que ces recherches vont se poursuivre. Si nous nous arrêtons un moment et regardons autour de nous, nous constaterons que nous nous sommes déjà éloignés du système solaire de plus de 50 années-lumière. Dans ce rayon, il y a plus d'1 millier d'étoiles, dont la plupart sont uniques. D'autres objets sont des étoiles binaires ou même groupes d'astres. Castor en est l'exemple le plus frappant, un système complexe et étonnant composé de 6 composants à la fois. Ce système stellaire est situé à 50 années-lumière de la Terre et est visible à l'œil nu comme une seule source de lumière. Castor est connu des gens depuis l'Antiquité, étant le second objet le plus brillant de la constellation des Gémeaux et le 23e dans tout le ciel étoilé. Étant donné que le système a 6 composants, il a une structure assez complexe. Les 2 plus brillants d'entre eux, Castor A et B, sont des étoiles bleu-blanc similaires à Sirius, chacun ayant un satellite proche, une naine rouge. La distance entre les centres de masse et ces étoiles binaires est d'environ 110 unités astronomiques, et il leur faut 445 ans pour accomplir une révolution. À environ 600 unités astronomiques de Castor A et B se trouve un autre système binaire à contact, constitué d'une paire de naines rouges très similaires. La masse de chacun d'eux est d'environ 0,6 masse solaire et la température de surface est d'environ 3900 Kelvin. Les 2 étoiles sont situées si près l'une de l'autre qu'elles passent moins de 20 heures sur une révolution complète. Elles se déplacent autour du centre de masse commun de tout le système sur une orbite elliptique très allongée, avec une période de révolution d'environ 14 000 ans. Jusqu'à présent, aucune exoplanète confirmée n'a été découverte dans le système Castor. Cependant, si elles existent, elles sont très probablement situées ici, près du composant le moins lumineux du système. Par exemple, en 2018, les astronomes ont détecté des fluctuations dans la période orbitale de Castor C, ce qui implique qu'il pourrait y avoir une naine brune près d'elle d'environ 49 fois plus massive que Jupiter. Selon les calculs, elle est située à 14 unités astronomiques de l'étoile mère et fait une révolution complète autour d'elle en 54 ans. Il est possible que, comme de nombreuses naines rouges, Castor C possède des exoplanètes rocheuses situées à proximité de l'étoile. Dans ce cas, le ciel d'un objet aussi hypothétique devrait être un spectacle vraiment incroyable. D'une part, une partie importante de celui-ci est occupée par 2 astres rouges cramoisis, encerclant le ciel sans cesse, et d'autre part, le crépuscule éternel qui disperse la lumière d'une paire d'étoiles, dont chacune est des centaines de fois plus brillante que la Lune de la Terre. Il est encore impossible de vérifier si c'est effectivement le cas. Malgré le fait que les étoiles que nous avons visitées soient séparées par de grandes distances, elles font toutes partie d'une seule structure d'une longueur totale d'environ 300 années-lumière. Elle s'appelle la bulle locale et comprend non seulement des milliers d'étoiles, mais également plusieurs grandes structures, dont le nuage interstellaire local. La bulle locale s'est formée à la suite d'explosions successives de plusieurs supernovas, survenues il y a entre 10 et 15 millions d'années. C'est un nuage géant de gaz interstellaire chauffé jusqu'aux millions de Kelvin. En raison de la température élevée, le gaz a tendance à se dilater. Sa densité est donc environ 10 fois inférieure à la moyenne de la galaxie. De plus, l'hydrogène ionisé chaud émet constamment des rayons X. Cependant, les champs magnétiques du Soleil et de la Terre, ainsi que l'atmosphère de la planète, nous protègent avec succès des rayonnements nocifs. La bulle locale borde d'autres formations qui lui ressemblent. Par exemple, un peu éloignée de la direction du mouvement du système solaire se trouve la dite bulle 1, formée par des explosions de supernovas au voisinage d'Antares. Pendant longtemps, cette structure cosmique géante a interagi activement avec notre bulle, ce qui a provoqué la formation de densités grandioses situées dans la zone frontalière. Le centre de la bulle voisine est à environ 500 années-lumière de nous, et après plusieurs dizaines de millions d'années, le système solaire atteindra sa périphérie. Nous sommes entourés d'une grande variété d'étoiles dont la lumière réchauffe d'innombrables planètes. Leur étude serait impossible sans les engins spatiaux et les télescopes modernes. Ce n'est que grâce à eux que notre regard surmonte d'énormes distances, nous permettant de voir les coins les plus cachés de l'univers. Et à chaque découverte, le monde se présente à nous sous une nouvelle facette inexplorée, frappant invariablement par sa grandeur.